Bonjour à tous, je suis Yohan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter et découvrir les subtilités de leur métier. Dans des conversations de 30 à 60 minutes, nous discutons de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Et vous le verrez, il n'est nullement question de buzz dans ces entretiens avec des entraîneurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs, des joueurs et bien d'autres personnalités. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode ou les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Geoffrey Moncada, responsable du recrutement à l'AC Milan. Avec lui, nous avons évoqué le métier de recruteur, nous sommes revenus sur son expérience à l'AS Monaco et sur son quotidien à l'AC Milan, ainsi que sur les différences entre le football en France et en Italie, à tous les niveaux. Nous avons également mentionné l'importance de l'analyse vidéo et de la data dans les cellules de recrutement, et nous avons abordé en détail les recrutements de Théo Hernandez, Simone Kier, Jens Peter Hauge ou encore Raphaël Leao. Allez, il est temps de laisser la place à cette conversation avec Geoffrey Moncada. Bonjour Geoffrey Moncada et bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour Johan, merci de m'inviter. Alors Geoffrey, dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué ? Alors ça peut être par son scénario, par son résultat, par une émotion même très particulière que tu as pu ressentir. Alors ça peut être un match qui te concerne directement dans les clubs où tu es passé ou une rencontre comme simple spectateur ou même téléspectateur à l'âge adulte, enfant ou adolescent. Alors, c'était je pense, l'année 2000 quand l'AS Monaco, tu sais, champion avec Trezeguet, Marco Simone, Gallardo, Giuli. J'étais parti aller voir un match, c'était Monaco-Bordeaux. C'était, je pense, le premier contre le deuxième où ils jouaient vraiment les 3 premières places. Et j'étais parti avec mon père, donc déjà quelque chose d'assez familial. On était tous les deux fans de Monaco. Et c'est un but extraordinaire de John Arne Riise. Ouais. C'était le Norvégien que je pense les supporters connaissent. Il a mis un but extraordinaire en pleine lucarne de 30 mètres. Et je sais pas pourquoi ce jour-là, j'étais jeune et je me suis dit j'ai envie de travailler dans le foot. L'ambiance m'avait plu et bon, cette équipe me plaisait. Et j'étais supporter à Monaco. Je me dis il faut absolument que je travaille à l'AS Monaco un jour. Et je sais pas, un peu plus tard, c'est arrivé. Donc voilà, c'était quelque chose qui m'a marqué et je m'en souviendrai toute ma vie. Voilà, en plus avec mon père. C'était un de tes premiers matchs du coup au stade ou même pas ? Non, c'était pas l'un de mes premiers matchs, mais j'étais parti parce que je jouais dans un club de foot amateur dans la région, dans le 06. Et j'étais allé voir plusieurs matchs, mais c'est vrai, je sais pas pourquoi, peut-être cette équipe m'avait plu, déjà me plaisait. Et puis j'ai senti quelque chose, je sais pas, je m'en souviendrai toute ma vie de ce match. Et voilà, j'ai vraiment apprécié. Et puis j'adorais ce joueur-là, John Riise, c'était vraiment un super joueur. Alors du coup, tu disais que tu jouais dans un petit club dans les Alpes-Maritimes, que ce match t'a fait dire j'ai envie d'évoluer professionnellement un jour à l'AS Monaco. Exactement. C'est ça qui a fait le déclic entre guillemets. Avant ça, t'avais pas d'envie particulière, j'ai envie de dire, ou t'avais pas de rêve en tout cas d'être à un moment donné évoluer dans le milieu professionnel plus tard quand tu serais grand dans un club de foot ou quelque chose comme ça. Alors quand on joue au foot amateur, on espère toujours bien travailler, et être un bon joueur. Je peux pas dire que j'étais un mauvais joueur, je vais pas dire ça, mais je pense que en France les qualités physiques sont totalement différentes. On va choisir des profils vraiment différents du mien. J'ai vu aussi au bout d'un moment, bon, ça allait être compliqué, puis je sais pas, c'est vraiment ce déclic qui est venu comme ça. Et je me dis allez, il faut que je m'intéresse un peu plus, il faut que je connaisse un peu plus de matchs, il faut que je regarde un peu plus de matchs, il faut que j'aille un peu plus au stade. Et après ce match, j'ai commencé à aller un peu plus au stade, j'ai commencé à regarder beaucoup de compétitions. J'ai commencé à lire sur le football, voilà, beaucoup de magazines, je m'achetais l'équipe tous les jours, voilà, j'étais en football, j'ai commencé vraiment à travailler dessus, j'étais à l'école aussi en train de faire mes études et je me rappelle, je m'amusais à faire des compositions sur mes carnets. Non, je commençais vraiment à être fou, j'écoutais vraiment, la radio commençait à arriver, vous savez, à l'info. Ouais. C'était la seule radio française, ça commençait à venir, tout est venu comme ça progressivement, mais j'y pensais beaucoup, voilà, c'était quand même tous les jours, je pensais à ça. C'est vraiment une passion. Voilà, je peux pas dire le contraire. C'est mon boulot, j'adore parce que c'est vraiment une passion. C'est quelque chose voilà que j'ai suivi et j'en suis fier. Voilà. Comment tu arrives dans ce milieu-là d'abord parce que tu passes dans une agence qui s'appelait Video Profile, je crois. Tu faisais de l'analyse et séquençage vidéo, ça. Mais comment tu arrives à ça ? Alors, comment je suis arrivé ? C'était une compagnie avec un ami qui travaillait aussi dedans, qui m'a parlé de cette société. C'était de faire des montages vidéo pour les clubs de foot professionnels, mais aussi pour les joueurs. Donc les joueurs, chaque week-end, avaient droit à leur montage vidéo de leur performance.
Aujourd'hui, on a pas mal de programmes, par exemple Wisecout, Instat, pour les professionnels qui connaissent ce genre de logiciel. C'était en fait le Wisecout français. Ça commençait comme ça. Sauf qu'on n'était pas encore dans cette ère de technologie, d'application et de rapidité. Tout était fait un petit peu à la main et il fallait envoyer des DVD à ces clubs-là. Donc moi, j'ai postulé, j'ai travaillé d'abord les week-ends et j'ai montré voilà que j'étais motivé et je pense grâce à cette société, grâce à ce style, d'abord à cette combinaison de vidéos, un petit peu de scouting aussi, parce que les clubs nous appelaient pour faire des montages vidéo sur des joueurs, j'ai pu voir déjà beaucoup de matchs. Et j'ai pu m'intéresser à que ce soit le championnat africain, Amérique du Sud, scandinave, belge, français. J'ai commencé à connaître beaucoup de joueurs. Et moi, par passion, j'avais aussi mes carnets. Je me notais les joueurs. Je me notais les joueurs qui m'intéressaient, qui me plaisaient. Je commençais déjà à être dans cette. Je dis lui il m'a plu. Et puis quand on regarde un autre joueur, je vois un autre joueur, je me dis mais il y a quelque chose dans son championnat là, dans cette équipe. Petit à petit, c'est comme ça. J'ai fait ça pendant à peu près 4-5 ans, je crois. 4-5 ans. Et ensuite, j'ai envoyé tout simplement mon CV à l'AS Monaco. J'ai envoyé mon CV un jour. Je me suis dit, allez, ce que je fais, pourquoi je peux pas le faire dans un club? Et je me suis renseigné un petit peu avant. J'ai regardé, est-ce que ça existe, l'analyse vidéo dans les clubs? Est-ce que il y a quelqu'un qui fait des montages d'adversaires? Parce que je faisais le montage d'adversaires, je faisais les montages de scouting et je faisais les montages aussi pour l'équipe adverse, pour les joueurs individuels. Donc, je faisais beaucoup de choses. Je me dis, pourquoi pas travailler à temps plein dans un club? Je me suis renseigné, j'ai demandé. Monaco était en Ligue 2 à l'époque et ça a mis à peu près un an. Ça a mis un an avant d'être choisi. Et puis un jour, Claudio Ranieri est arrivé. Donc déjà, c'était un entraîneur italien avec vraiment de la vieille école. Et Claudio Ranieri, c'est quand même quelqu'un de vraiment de très très important dans le milieu du foot. Et lui cherchait vraiment un vidéo analyste. Ils appellent ça un match analyste en Italie. Donc il voulait quelqu'un à temps plein qui lui prépare tous les montages adversaires sur la Ligue 2, sur sa propre équipe et aussi sur nos joueurs et quelques montages aussi sur le recrutement. À l'époque, il y avait Thor Christian Carsen, Riccardo Piccini. C'était la première épopée monégasque. On était en Ligue 2. Là, j'ai commencé vraiment à exploser au niveau du travail parce que j'ai commencé à connaître beaucoup de programmes, de logiciels. Tout est apparu au même moment. Vous voyez, c'est vraiment incroyable. L'analyse statistique, les vidéos, tout est arrivé à ce moment-là. Et j'avais un coach on parle beaucoup de Marcelo Bielsa sur la vidéo, mais Claudio Ranieri demande beaucoup de travail en vidéo, beaucoup d'analyse, beaucoup de documents. Ça m'a fait vraiment exploser à ce niveau-là. Et puis, j'ai pas regardé les heures, j'ai travaillé. Et puis aussi avec le scouting, j'en demandais aussi parce que je dis, je peux vous aider, je peux vous proposer des montages. Et puis petit à petit, ça a plu. On a travaillé, on a développé cette terre vidéo data un petit peu à Monaco. Il y avait rien. On a développé ça en même pas 2-3 ans. Alors justement, tu disais il y avait rien. Comment tu vois cette évolution-là? Parce que tu as commencé dans cette fameuse société Video Profile, je crois vers 2006-2007 par là. À l'époque, les clubs venaient donc vers vous pour des requêtes sur adversaires, joueurs éventuellement cibles pour le recrutement, etc. C'était vraiment les balbutiements quelque part parce que maintenant tout est internalisé et à l'époque on externalisait au maximum parce que peut-être qu'il n'y avait pas encore cet intérêt vraiment prononcé, c'est-à-dire qu'on savait que ça pouvait être important. On le faisait faire par quelqu'un d'autre, alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est fondamental. On est passé de quelque chose d'important qui peut nous aider à quelque chose de vraiment fondamental pour le coup. Oui, parce que imagine-toi quand même, on faisait un montage vidéo, on faisait un DVD, on l'envoyait par la poste. Donc déjà, avoir un joueur brésilien, voilà, je sais pas, on essayait de faire ça sur 4-5 matchs. Hein. Aujourd'hui, sur Wisecout, par exemple, on peut voir sur le joueur sur 2-3 ans. On peut analyser sa statistique sur 5 ans, sur des matchs, sur des minutes. C'est vraiment incroyable maintenant. Et tout est rapide, c'est tout de suite. Je me connecte, je vais voir, hop, je sais à quoi ressemble le joueur. Avant, il fallait attendre. Et c'était en DVD. Je veux dire, on n'avait pas autant d'images et on pouvait pas capter toutes les TV du monde. Non. C'était autre chose. Vraiment, c'était un autre monde. Mais je me disais à chaque fois, c'est dommage c'est pas possible qu'un club ne peut pas avoir une personne ou deux qui travaillent à temps plein et à faire ce qu'on fait. Voilà, ça paraît quand même dingue. On doit envoyer des DVD alors que si je suis au bureau et j'arrive avec pourquoi pas avec mon DVD ou ma clé USB et je lui donne tout de suite au coach ou au directeur sportif. C'est encore plus simple. Et lui, il me dirait non, j'aime pas, change-moi ça. Tiens, il m'appelle et on fait ça tout de suite. Et c'est normal que l'évolution est venue comme ça. Et puis après, les applications, tout est arrivé. Donc, l'apport de Ranieri, du coup, à Monaco, il est fondamental parce que c'est lui qui a besoin d'une personne. C'est lui qui est féru de vidéos, d'analyse vidéo, de projeter ça à ses joueurs, de le voir aussi avec son propre staff. C'est quelqu'un qui a, du coup, beaucoup compté dans l'évolution de Monaco à ce moment-là sur ce rapport à la technologie et aux activités connexes, on va dire, pour être performant sur le terrain. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que il est venu quand même d'une longue carrière. Il est parti en Angleterre. Je pense qu'en Angleterre, il a dû voir quelque chose d'assez impressionnant aussi là-bas déjà. Hein, quand il était à Chelsea, il était en Espagne, il était en Italie. Voilà, il était très demandeur. C'est-à-dire que soit il venait me voir tout de suite, il me disait Geoffrey, j'ai besoin dans 10 minutes, il faut que tu me fasses quelque chose. Donc, on a un petit peu de pression, il fallait vite travailler. Ou soit il me disait voilà, prépare-toi chaque semaine, je veux ça.
chaque semaine, tu te prépares. Je veux arriver le lundi matin, je veux projeter ça à mes joueurs, notre performance du match, je veux que tu me découpes. Et ce que j'aimais bien avec lui, c'était quand même un entraîneur qui me disait montre-moi le match entier, je vais regarder. Je savais que lui regardait les matchs aussi, entiers. Voilà, quand même 2-3 matchs sur un adversaire, ça prend un peu de temps, mais lui il regardait ça tranquillement et puis après on discutait. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié et puis c'est quelqu'un quand même d'assez charismatique. Et à l'AS Monaco, quand tu étais du coup sur cette analyse vidéo, quelle part du travail était consacrée aux adversaires et à la propre équipe, du coup à l'AS Monaco, pour faire des montages pour l'entraîneur, peut-être aussi pour les joueurs, pour leur montrer ce qu'ils faisaient de bien, ce qu'ils faisaient de moins bien, là où ils pouvaient progresser, etc. L'adversaire était très important quand même. Ça me prenait, on va dire, 60-70% du temps. Parce qu'on était sur la Ligue 2 à la base, la première année. La Ligue 2, je pense, c'était un staff italien ne connaissait pas très bien encore toutes les équipes de Ligue 2. Donc, il fallait prendre du temps, il fallait un minimum 4 à 5 matchs, les 4-5 derniers matchs, et bien découper, proposer, voilà, les actions offensives, défensives, des coups de pied arrêtés, des actions qui se répétaient, voilà, les petites choses, il fallait montrer. Et puis, j'essayais aussi... Je me permets de te couper juste un instant, Geoffrey. Là, tu me parles de séquences collectives. Est-ce qu'il te demandait aussi des séquences peut-être individuelles sur des joueurs en particulier qui avaient une importance vraiment particulière, justement, je me répète, mais dans l'équipe? Alors, lui, il voulait les vidéos individuelles sur les joueurs de couloir, que ce soit les latéraux ou les ailiers. D'accord. Ça, c'était important pour lui pour voir comment combiner. Mais il me disait, tu les fais pour moi, et ensuite, tu prépares aussi, tu vas le montrer à certains joueurs. Donc, tu vas montrer, je sais pas moi, à notre latéral droit, à notre ailier, à notre défenseur, et tu vas voir chaque joueur et tu vas faire un tour. Donc, j'allais avec mon ordinateur, j'allais le montrer. Je dis voilà, regarde, tu vas jouer contre lui. Je pense qu'un joueur, il faut pas trop lui bourrer d'informations, mais une vidéo de 2 minutes, déjà pour voir à quoi ressemble le joueur. Et j'essayais d'aller vraiment dans l'impact, dans lui montrer des choses qui est important sur le joueur. Il y a certains joueurs, par exemple, un exemple tout bête. On va jouer au PSG, c'était l'année où on remonte. C'était pour Ricardo Carvalho. Cavani a un certain dribble qu'il faisait à chaque match. Alors, quand on pense comme ça, on se dit, on n'arrive pas trop à imaginer. Mais quand on voit toujours Cavani sur plusieurs matchs, il a un dribble, un crochet qu'il fait souvent. Et c'était Ricardo Carvalho qui devait s'occuper. Donc, Ricardo Carvalho, quand même, un joueur d'expérience qui a tout connu. Je vais le voir et je lui montre, regarde ce que fait Cavani. Et je lui montre, je pense même 5-6 fois la même action. Je dis, regarde, il fait tout le temps ça. Il me dit, ah, ok, d'accord. Et je peux te dire que sur le match, Cavani fait, je sais pas, peut-être 2-3 fois ce dribble et Carvalho à chaque fois lui a pris. À la fin du match, Ricardo me dit, t'as vu Geoffrey ce qui s'est passé contre Cavani? Il a essayé de dribbler à chaque fois comme ça. Je dis, ouais, tu vois, j'étais content parce que c'est vrai qu'on voit ça. Et je pense qu'un joueur, à la fin, c'est comme tout le monde, a ses habitudes. Et lui avait un dribble, il fait toujours le même, un petit peu ce crochet. Je ne me rappelle plus comment il est, mais il avait ce crochet-là. Donc, à la fin, on part de victoire, de points, mais quand même, il faut quand même essayer de donner un peu d'informations et d'aider les coachs, les staffs, parce que les coups de pied arrêtés aussi, c'est souvent la même chose. Chaque équipe a ses habitudes, c'est vrai. C'est un travail qui a explosé comme ça au fil du temps. Et du coup, comment tu arrives sur le domaine du scouting? C'est toi qui es demandeur, du coup, enfin, qui propose beaucoup de choses, ou est-ce que c'est déjà les personnes en place, et notamment le célèbre Norvégien qui était arrivé à l'AS Monaco pour chapeauter un peu toute la direction sportive? Moi, je suis arrivé, j'étais quelqu'un de discret, hein. Je ne vais pas tout de suite arriver et montrer que je connais tout, mais le fait de regarder toute la Ligue 2, le fait de regarder toute la Ligue 1, déjà, je connaissais par cœur chaque joueur. Ça, c'est vrai, je connaissais bien tous les joueurs. Déjà, de base, je m'intéressais beaucoup à ça. Moi, je donnais de temps en temps mes idées, ce que je voyais. Après, je voulais pas pousser parce que c'était pas mon rôle. Mais à la fin, quand même, tu vois bien plus, hein. Tu vois quand même beaucoup de matchs et le championnat, tu connais par cœur. Ça, c'est vrai. Je pouvais pas dire le contraire. Je connaissais vraiment tous les joueurs, même un joueur qui rentre. Vous savez, le fameux jeune joueur qui rentre. Ouais, avec le numéro 33. 15-20 minutes. C'est ça. Et ben, tu dis, wow, il est intéressant, lui, il vient de rentrer. Et après, on le voit rentrer, il commence à jouer, tu vois, je commence à suivre comme ça. Et c'est comme ça que j'ai suivi Bakayoko, hein. On avait préparé Rennes. Et je vois un milieu de terrain jeune avec un profil pareil. Je me dis, wow, il est impressionnant. Il gagnait les duels aériens, il allait récupérer. Des fois, il jouait, des fois, il rentrait, après, il sortait. Ben, j'ai suivi comme ça. Et petit à petit, on arrivait à le suivre de plus en plus. Les recruteurs sont partis le voir. On a fait plusieurs montages. Mais j'étais demandeur, ouais. J'étais demandeur et... Du coup, tu estimes que ça peut être une évolution logique, une vraie passerelle entre les deux métiers, finalement, le métier d'analyste vidéo dédié à l'équipe première et ensuite passer par le recrutement ou inversement d'ailleurs? Ouais, j'en suis persuadé parce que ce même moment, je vais te dire, voilà, il y avait un coordinateur de recrutement qui est parti à Nice et ils m'ont dit tout de suite, est-ce que tu veux être coordinateur du recrutement au bout de 2 ans? Alors, moi, je savais pas vraiment ce que c'était ce poste, mais on me dit parce que tu sais faire des montages, tu sais utiliser l'outil informatique, hein, tu sais travailler sur les bases de données, tu es jeune, tu as envie, donc voilà, ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresse? Donc, je pense que ce sont des profils de personnes qui ont cette intensité de travail. C'est-à-dire, toute la semaine, ils sont comme un staff,
faut de la pression, il y a un peu, voilà, on est vraiment dans le match toute la semaine, mais on travaille beaucoup. On est vraiment au contact des directeurs sportifs, du staff, des joueurs, et puis après on commence à connaître les scouts. Donc j'avais vraiment toute cette vision-là. Ouais, j'étais vraiment connecté avec toutes les personnes, et chaque personne avait de temps en temps besoin de moi, ou moi j'avais besoin d'eux pour leur montrer des montages. Donc c'est ça qui est intéressant. On n'est pas fermé dans son coin comme un recruteur qui va juste voir des matchs. Et après, il n'a pas autant de connexion. Moi, j'avais la connexion avec le coach qui me disait, on a besoin d'un joueur comme ça. Alors moi, j'y pensais. Le directeur sportif lui me disait, tiens, on va sur ce joueur, est-ce que tu peux regarder des montages? Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on regarde un peu tout. Et est-ce que, par rapport toujours à cette question de la passerelle, etc., est-ce que tu estimes qu'il y a la même pression dans les deux postes, dans le sens où quand tu es analyste sur l'équipe première, là je parle vraiment des matchs pour le coup, à la fin de la semaine, il y a un match et ça se passe bien ou ça se passe pas bien. Mais il y a plusieurs interlocuteurs entre toi, ton analyse et le déroulé de la rencontre. Il y a notamment l'influence du coach, etc. Quand tu es coordinateur du recrutement, la pression elle est peut-être un peu différente dans le sens où c'est pas finalement... Alors tu vas être aussi jugé sur les performances des joueurs que tu as recrutés, évidemment, enfin, ou que tu as amené à être recruté, mais tu as aussi toute une logique financière. C'est-à-dire que tu as une conséquence de ton travail qui est financière parce que quand tu vas chercher un joueur, ça coûte de l'argent et donc il faut éviter de minimiser les risques, entre guillemets, pour ne pas perdre trop d'argent au final. Donc tu as la double responsabilité à la fois sportive parce qu'il faut que les gens soient bons, les joueurs soient bons, que tu recrutes, et il faut aussi qu'ils soient bons parce que derrière il y a une logique économique. Bien sûr. Non, c'est vrai. En plus, dans le recrutement, tu sais, le choix 1 et numéro 2, on l'a rarement. On n'a jamais les top joueurs que l'on veut dans la cellule parce que ce sont soit de très bons joueurs, ils sont déjà pris par les gros clubs, ou soit parce que ça coûte trop cher tout simplement. Donc il faut à chaque fois accepter de prendre peut-être le choix un peu plus bas. On est content, mais on se dit si on avait eu ce joueur, mais finalement on n'arrive pas à l'avoir. C'est toujours comme ça. Mais c'est sûr qu'à Monaco, quand on nous a dit voilà, le club avait beaucoup investi, puis il y a eu un tournant, ils nous ont dit voilà, on va plus investir, il va falloir faire vraiment du scouting, c'est-à-dire chercher des nouveaux joueurs à créer. Mais ce qui était bien, c'est qu'on avait la pression, bien sûr, du coach, parce que lui, il voulait une bonne équipe, il voulait des joueurs forts, et nous, on voulait que ça marche. Mais on avait aussi notre président qui disait, écoutez, j'ai décidé de faire ce choix-là, donc ça va venir. Voilà, il nous a pas mis la pression en disant tout de suite, il faut que ça performe tout de suite, il faut qu'on soit tout de suite en Champions League. Ça viendra parce que c'est un projet long terme. Et monsieur Vadim Vassiliev, qui m'a beaucoup aidé aussi dans ce travail, lui, il a toujours été clair. Il a dit, on va essayer d'amener des joueurs et ça sera des projets de long terme, sur 2-3 ans. On peut pas recruter un jeune joueur qui marche tout de suite. Ça mettra du temps. Voilà. Donc, c'était bien. On a travaillé, on a fait, pour le scouting, je pense que Monaco, c'était un club vraiment extraordinaire. On n'avait pas beaucoup de pression. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de fans, de supporters qui nous mettent la pression, comme en Italie, par exemple. Mais ça nous a permis vraiment de développer. Et à ce même moment-là, il fallait faire attention, bien sûr, aux finances du club. Pour le fair play financier est arrivé. Et c'est comme ça qu'on a développé tellement de choses, de bases de données aussi, de montage vidéo, de scouting. On a commencé à faire des méthodologies sur le scouting. C'était vraiment, vraiment incroyable. Et je pense que quand on est au pied du mur, quand on n'est pas trop dans le confort, il faut trouver des solutions. Et il faut réfléchir comment on peut trouver le meilleur joueur, le moins cher possible, et qui puisse performer le plus rapidement. Voilà, à chaque fois, c'est... Et est-ce que c'est pas ça, finalement, qui est le plus excitant, entre guillemets, parce que il y a forcément moins de challenge, entre guillemets, quand l'AS Monaco va recruter Rames, même s'il était encore un joueur à développer, que quand on va chercher un Thomas Lemar, ou là je prends un cas franco-français, mais on peut aller chercher des joueurs dans d'autres pays, dans des plus petits pays, qui sont méconnus, où on fait beaucoup de recherches, où on est obligé peut-être de regarder encore plus de matchs pour être sûr de son choix. Est-ce que c'est pas ça finalement le côté le plus excitant dans le scouting? Oui, c'est ça en plus. Ce qui est bien déjà, c'est quand ça marche. Là, on est vraiment content. Ça c'est le top niveau. Et ce que j'aime bien, moi, par exemple, sur Thomas Lemar, et après on va parler d'autres joueurs en général. Sur Thomas Lemar, par exemple, il était à Caen U19, Caen réserve et un petit peu de Ligue 1. Mais c'est un joueur qui plaisait déjà aux recruteurs. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs recruteurs qui te disent à chaque fois le même rapport, qu'ils aiment beaucoup, qui le suivent, qui disent il faut y aller, qui sont vraiment motivés, là, il y a quelque chose qui est intéressant. Donc, on va regarder beaucoup de matchs et là, on va commencer aussi à rentrer en contact avec son entourage, avec sa famille, avec les gens qui travaillent avec lui. On va commencer à demander des informations au club. Et c'est fait que toute cette analyse, ce travail, quand ça marche, on est vraiment content parce qu'on se dit, on s'est pas trompé. Et même si on s'est trompé, au moins, on a fait le job. Voilà, c'est ça qui est excitant, c'est qu'on essaye, on fait du renseignement, on fait de la recherche, on est à chaque fois dans se dire, est-ce que s'il vient ici à Monaco, dans ce contexte particulier, il était à Caen, est-ce que ça peut marcher tout de suite?
dans quelle position, mais pourquoi il est reparti en U19, on se pose beaucoup de questions. C'est vrai que c'est un métier, on se pose beaucoup de questions, mais il y a des joueurs, c'est très évident, on se dit ça va marcher, c'est sûr. Il y en a d'autres, on se dit il va falloir un peu de temps, mais ça va marcher. Voilà. Et vous vous posez beaucoup de questions, mais est-ce que vous avez toujours les réponses? Alors on essaie d'avoir le plus de réponses possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre cellule, par exemple, à Milan AC, on essaie d'avoir plusieurs départements. Le scouting, je leur demande d'avoir le maximum de réponses quand ils aiment un joueur. C'est-à-dire aux recruteurs ou même à moi, j'essaie de savoir le plus possible sur ce joueur parce que j'aime ce joueur. Voilà, je veux le présenter. On a aussi les statistiques qui vont nous aider à voir le joueur sur plusieurs minutes, sur plusieurs saisons pour dire voilà la performance. Là, il n'a pas été bon sur cette saison. Il a été bon ici. Il lui manque, je sais pas moi, les duels aériens. Donc, on va essayer d'avoir le maximum de réponses. Mais à la fin, je pense que quand on recrute un joueur, ça c'est la prochaine étape aussi, je pense que ça, il faut vraiment développer, c'est le développement du joueur et bien accueillir le joueur et sa famille. Je pense que il y a certains clubs, j'ai pu voir certains exemples, des fois on prenait un joueur, on a dit allez maintenant tu viens et tu joueras, tu fais des entraînements. Je pense qu'il n'y a pas que ça. J'ai l'impression de plus en plus, surtout les jeunes joueurs, il faut les aider, il faut les accompagner, parler avec eux, rester proche d'eux, les aider. Il y a aussi ce développement après. Et tu penses que c'est un vrai axe de progression dans le sens où je parlais à un joueur français il y a 2 jours qui arrivait en Serie A cette année et qui m'a dit en fait c'est simple, en Italie t'es pas du tout dans ton confort et les clubs ils t'attendent pas. C'est-à-dire qu'ils t'ont recruté, c'est-à-dire qu'ils croient en toi, mais si toi tu t'adaptes pas, alors à tous les niveaux, au pays, commencer à vite parler la langue, t'adapter au type de football, à la méthodologie d'entraînement, en fait eux ne vont pas t'attendre. Et on parle pas, pourtant, ce joueur-là, je vais pas le citer, mais on parle pas d'un des 6 grands clubs italiens, par exemple. C'est-à-dire que c'est pas seulement le top niveau, entre guillemets. Est-ce que tu estimes qu'il y a des progrès à faire, justement, là-dedans, ou dans cet esprit de vraiment tout mettre en œuvre? Le recruter, c'est une chose. Ensuite, réussir à faire que ça soit un bon match, entre guillemets, comme on le dit en anglais, il faut du temps, il faut des personnes aussi, il faut des ressources humaines pour ça. Alors moi, je vais parler surtout d'exemples. J'ai vu des Brésiliens ou des Argentins ou même des Africains. Je pense que c'est totalement différent. Là, j'imagine que tu parles d'un Européen qui est venu en Italie. Déjà, c'est pas facile, hein, attention. Déjà, c'est pas facile parce que la culture italienne elle est très importante, très forte. Il faut s'adapter en Italie, ça c'est vrai. Mais je pense que certains Sud-Américains, certains Africains, on est obligé de les aider un peu plus, de les développer parce que ils changent complètement de football. On peut pas imaginer, je sais pas, moi quand je pars pour des matchs en Amérique latine, on peut pas imaginer les terrains d'entraînement, les méthodes qu'ils utilisent, c'est totalement différent. En plus, un Brésilien qu'on recrute l'hiver, qu'on fait venir en France, il fait froid, et puis il y a tout ça. Je veux dire, c'est juste humain. C'est pas une question de joueur. C'est juste qu'on a besoin de l'aider. Voilà, on peut pas lui dire allez tu viens et tu joues tout de suite, ça marche. Et si t'es pas content, c'est pas grave. Non. Ça me fait penser, Geoffrey. C'est pour ça, tu sais, il y a les fameux, Pastore quand il est venu en France à 17 ans, je sais plus quel club l'a refusé, Forlan à Saint-Étienne. Ouais. Les histoires comme ça, quand t'arrives au plein milieu de l'hiver où on te dit vas-y fais tes preuves, gamin. Bon, c'est sûr que c'est un peu compliqué, quoi. Ça peut pas marcher. Je vois pas comment même un phénomène ne va arriver. Il va avoir un petit peu de mal. C'est normal. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est en train de se développer. On parle de plus en plus de directeurs de performance dans les clubs. Donc c'est pas forcément, c'est une personne qui travaille un peu avec le médical, qui travaille un peu avec les data, qui travaille aussi un petit peu avec le recrutement, qui est là aussi avec la nutrition, qui est là aussi pour aider. Je pense qu'il faut aussi un psychologue. Je pense qu'il faut développer plus un département là parce que c'est surtout la mentalité des jeunes joueurs qui est un peu différente aujourd'hui, j'ai l'impression. Ils ont besoin aussi d'aide, ils ont besoin de support à chaque fois. On peut pas les lâcher comme ça, dire maintenant on t'a pris des broutons. Non. Il faut faire un travail derrière aussi. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est l'initiative de Bordeaux. Bordeaux a une personne maintenant chargée, pas de l'arrivée, mais enfin si quelque part, c'est quand une nouvelle recrue arrive, eh bien il y a des personnes qui sont chargées de bien les accueillir, de les aider à travers toutes les démarches qu'il peut y avoir, à bien s'installer, à trouver un logement, prendre des nouvelles de la famille, voir si tout va bien, etc. Et tout le contexte autour du terrain fait que le joueur va se sentir aussi peut-être mieux plus rapidement ou qui va réduire l'écart du choc de culture entre guillemets le plus rapidement possible. Non, c'est vrai. Et puis, la plupart des jeunes joueurs, ils se sont mariés il y a pas longtemps, donc ils veulent que leur famille soit bien. Ils veulent aussi performer rapidement. La plupart du temps, on joue tous les 3 jours. Donc, le week-end, il faut tout de suite qu'ils soient sur le banc, qu'ils soient prêts à rentrer à jouer. Donc, on dit ça, on va dire, c'est un actif du club. C'est pas beau de parler comme ça, mais c'est vrai, on a recruté, on pense à ce joueur. Donc, moi, je me dis, oui, je veux qu'on l'aide, ce joueur. Je veux pas qu'on le laisse comme ça. S'il faut qu'il parle italien, il parlera italien. Il faut lui donner des cours. Il faut qu'on trouve des moments pour lui. À Milan, ce que j'aime aussi, c'est qu'on bosse comme Paolo Maldini, qui est un ancien du club, et il adore ce club. Vraiment, c'est son club à lui. Donc, quand on recrute un joueur, il va vraiment parler avec les joueurs pendant au moins 1 heure. Il est avec eux très proche. Donc ça, je trouve déjà,
c'est peut-être pas la personne comme à Bordeaux, voilà, qui gère ça, mais au moins c'est le directeur sportif qui est très très impliqué là-dedans. Il va aller voir, il va leur parler, il va parler avec les familles, il est très disponible. Donc les jeunes joueurs arrivent, ils disent c'est Paolo Maldini, directeur technique, sportif du club quand même. Wow, voilà, il m'avait pas lâché comme ça. Donc au-delà du fait que ça soit Paolo Maldini, tu penses que c'est un gain de temps aussi pour que les jeunes comprennent où ils arrivent? Oui. Non, et on leur dit voilà, on te recrute, t'es au Milan AC maintenant, donc ça y est, le job, ton boulot va vraiment commencer. Hein. Moi, j'essaie à chaque fois de leur dire, voilà, t'arrives, il faut pas que tu sois timide, il faut que tu montres, si on te prend, c'est qu'on croit en toi, donc montre tout de suite que t'as de l'impact. Et je lui dis à chaque fois, tu verras, peut-être que Milan n'est plus un grand club comme avant, mais c'est un immense club. On peut pas imaginer, nous en France, c'est un immense club, donc ne t'inquiète pas, à la base, c'est un gros club, tout est bien organisé. Milan, c'est beaucoup plus facile. Donc j'essaie de les rassurer sur ça, mais ils sont vite rassurés parce qu'ils le voient directement. Et puis on leur fournit vraiment tout ce qu'il faut en termes de performance médicale. Quand on va à Milanello, le centre d'entraînement est exceptionnel. Si le joueur n'est pas content, c'est pas normal. On lui dit, t'as pas le droit de ne pas être content. Tu te rends pas compte de ce qui se passe. Mais pour l'instant, on touche du bois, ça se passe bien. Voilà. Alors, ça fait bientôt 2 ans que tu as rejoint l'AC Milan, si je me trompe pas dans les dates, en tant que responsable du recrutement, pour le coup. On parlait de l'adaptation des joueurs quand ils découvrent un autre championnat, un autre pays, une autre culture. Toi, quand tu arrives à Milan, c'est aussi un autre monde par rapport à l'AS Monaco. Et on connaît la place, évidemment, du football en Italie, qui est élevée à hauteur d'une religion, quasiment. Comment, toi, tu t'adaptes aussi à ce monde-là, cet environnement-là, à un club qui est forcément plus exigeant encore, avec la presse omniprésente, qui décortique toutes les recrues, qui décortique tout votre travail, etc. Oui, c'est vrai qu'à Monaco, j'avais pas autant de pression, pas autant de presse, ça c'est vrai. Alors, dès que je suis arrivé, j'ai vu tout de suite que dans la culture italienne, le foot, c'est important. On parle de religion, oui, mais c'est très important, comme quelque chose de politique. Je sais pas comment les gens, quand on est invité, je sais pas, à un dîner, au restaurant, quand ils parlent de foot, ils ne rigolent pas avec ça. Je me suis dit, waouh, attention, il va falloir bien travailler parce que tout est dans la presse déjà. Ça, c'est vrai, hein. Il y a beaucoup de quotidiens. Il y a l'équipe puissance 1000 partout, donc il y en a au moins 4-5. Et puis, ils connaissent toutes les personnes dans les clubs qui travaillent, avec qui vous travaillez, quelle est la méthode, ils se renseignent. Ils font vraiment un gros travail de journalisme, ça c'est vrai, je peux pas le nier. Et j'ai dit, voilà, ils sont très passionnés, quelque chose d'important. Donc ça, j'ai senti qu'il va falloir bien travailler, faire les choses discrètement, ne pas faire trop de vagues. J'ai senti ça. Par rapport à Monaco, les gens m'ont dit, bon, voilà, ici, c'est pas comme à Monaco. Donc, les jeunes joueurs qui se développent, ça se passe pas comme ça. Donc ça aussi, petit à petit, il a fallu, oui, peut-être, c'est vrai. San Siro est un stade très important, je suis d'accord. Mais il faut enlever ces barrières parce que si on se dit à chaque fois, on va recruter des joueurs d'expérience, forts, qui ont de la personnalité, oui, c'est vrai, il faut. Mais il va falloir aussi des jeunes joueurs qui ont un gros potentiel, qui courent. Il faut changer un peu la structure de cette équipe. Ce que j'ai bien aimé, c'est que Paolo Maldini et aussi Leonardo, même si je travaillais un peu avec lui, 4-5 mois avec lui, parce qu'après il est parti au PSG, mais ce que j'ai bien aimé, c'était quand même des personnes ouvertes qui ont été OK pour regarder tous les joueurs que je proposais. Ça, j'ai bien aimé. Et puis, qui ont un vrai œil de foot quand même, il faut le dire. Ils ont quand même vécu des moments incroyables, donc ils savent ce que c'est. Ce que j'aime bien chez eux, c'est que ce sont des directeurs sportifs. Ils savent comment arriver au top niveau. J'ai travaillé avec d'autres directeurs sportifs qui savent comment recruter un bon joueur ou qui savent faire une méthodologie de scouting. Eux, ils savent comment faire un bon joueur, le faire arriver au top niveau. Tu penses que c'est lié à leur parcours de joueur et de grands joueurs? Ah oui, ils ont vraiment connu des ambiances, des équipes vraiment de top niveau. Donc voilà, quand lui il te dit oui, on peut le faire développer là parce que je pense qu'il va travailler, il va faire le step ici chez nous. Voilà, je l'écoute parce que je sais qu'il sait comment arriver à ce niveau-là. Donc ça, c'est ça qui m'a plu. Et comme je t'ai dit avant, c'est un directeur sportif qui a la passion et qui est fou du Milan AC. Alors à Monaco, on a eu plein de directeurs sportifs différents, avec plein de cultures différentes, d'accord? Mais lui, il vient du Milan AC, il est né là, avec sa famille. Donc quand il va recruter un joueur, il est comme un fou. Voilà, il va faire attention au moindre détail, il va tout regarder, il veut que ça marche. Donc c'est ça, j'aime bien. Voilà, on travaille avec quelqu'un qui est fou. Et lui, quand il regarde un joueur, il dit qu'est-ce que tu penses de ça? On peut le développer. Ok, moi j'aime bien lui. Il y a vraiment de l'échange. Alors moi, de mon regard extérieur, est-ce que c'est pas un peu nouveau au Milan dans le sens où ton arrivée, elle coïncide avec l'arrivée du fonds Elliott quelques mois auparavant à la tête du Milan? Et dans le projet d'Elliott, la cellule de recrutement, elle a une importance capitale parce qu'on le rappelle, l'idée c'est de miser sur des jeunes joueurs. Alors pas que des jeunes joueurs, il faut aussi les encadrer, mais c'est quand même une bonne base de jeunes joueurs ou de joueurs à fort potentiel qui seront ensuite développés à l'intérieur de l'AC Milan. Le grand Milan, comme on l'entend tous, entre guillemets, à l'arrivée de Berlusconi, donc fin des années 80, 90, jusqu'à moitié, ou alors on va même mettre
toutes les années 2000, 2010 avec, il n'y avait pas ce travail-là parce qu'on recrutait des stars en fait. Donc il n'y avait pas forcément besoin d'une vraie méthodologie de scouting. Elle était sans doute en place, mais peut-être pas aussi développée qu'à l'heure actuelle dans le projet Elliott. Je pense que voilà, à l'époque, ils étaient déjà partis depuis longtemps. Milan était déjà un gros club. Donc c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément besoin. Ils allaient chercher le meilleur joueur d'Amérique latine. Ils sont allés chercher Ricardo Kaká. Ils sont allés chercher Andriy Shevchenko qui est Dynamo Kiev parce que je pense qu'ils étaient déjà très forts en Champions League. Donc ils allaient chercher le meilleur dans chaque partie du monde. C'est vrai qu'Elliott a demandé à développer de plus en plus ce secteur de scouting, mais aussi ce secteur de data, de statistiques. Donc on a créé 2 départements distincts. Mais les 2 départements travaillent tous les jours ensemble. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que la stat et le scouting sont ensemble. C'est-à-dire que quand un scout va voir un joueur qu'il aime, on regarde sur la statistique. Quand les statistiques disent que le joueur est très fort, les scouts doivent absolument le voir. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on a fait un bon mix. Et avant, je trouvais que les recruteurs, la mentalité dit oui, mais les stats te donnent pas tout ça. Le travail en live est très important. Et c'est vrai, c'est très important. Mais c'est juste une aide en plus. C'est juste une aide à la décision et une aide en plus parce qu'aujourd'hui, les statistiques, les bases de données t'aident à avoir des listes, t'aident à définir les profils de joueurs. Et Elliott, qui vient d'un fonds d'investissement américain, qui travaille beaucoup dans la finance, dans la bourse, pour eux, il leur faut des chiffres, il leur faut des faits. On peut pas arriver avec un joueur, ce joueur, on l'a vu 2 fois, non, il faut venir avec un dossier, avec des rapports, avec de la statistique, avec de la vidéo, il y a tout ça à préparer en amont. C'est en gros venir avec autre chose que de l'émotion ou qu'avec un regard en fait. Exactement. Voilà, parce que c'est vrai que dans le recrutement, des fois, il faut être très froid et se dire, voilà, moi, des fois, j'aime des joueurs, mais je me dis, ils sont pas faits pour notre Milan actuel ou le prochain Milan. Non, il faut être froid. Des fois, je propose des joueurs qui peut-être n'ont pas plu tout de suite. Je suis pas fou, mais je me dis, je sais qu'il performera dans cette équipe-là. Je peux pas dire quelques exemples, il y a quelques joueurs, je me dis, oui, je sais que ça marchera parce que c'est ce qu'il nous faut. Mais il faut rester froid, il faut pas dire non, j'aime pas parce que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça parce qu'on est là pour aider le staff, le coach et aider le club. Donc on est là pour fournir quelque chose et c'est pas parce que moi j'aime pas le joueur que ça marchera pas à Milan. Non. Ouais, exactement. C'est aller au-delà de son propre avis, c'est-à-dire aller dans le sens du collectif et donc du club pour lequel tu travailles. Et justement, dans ton quotidien, vu que tu es le responsable du recrutement, tu es sous Paolo Maldini, du coup, qui est directeur sportif du club. Comment ça se passe justement ce quotidien entre le fait de coordonner tes équipes, du coup, alors du coup les 2 départements entre la stat, les recruteurs live ou les recruteurs qui regardent les matchs, tes discussions, réunions avec la direction sportive. Si tu travailles encore sur de la recherche de joueurs toi-même, c'est-à-dire que tu prends le temps ou tu essayes de trouver des plages de temps pour regarder toi aussi des matchs et en discuter avec tes 2 départements du coup. Alors, toute la semaine, je travaille vraiment avec les 2 départements et j'essaie de rester en contact avec eux. Aujourd'hui, on fait beaucoup de vidéos, des call phones, des zooms, etc. Donc ça, c'est important de garder ce contact. Alors, je peux pas trop en parler, mais on a une certaine méthode à Milan avec les recruteurs parce que je pense que le recrutement, c'est une méthode et on parle beaucoup de méthodologie. Oui, il faut être là-dedans. Il faut être là-dedans. J'essaie de définir pas mal de profils de joueurs qu'on cherche, que ce soit sur l'âge, que ce soit sur le profil physique, le profil technique. J'essaie de donner le maximum d'informations aux équipes. Du coup, donc voilà, toute la semaine, je travaille avec eux. Moi aussi, j'adore regarder des matchs. Donc, de temps en temps, je regarde des matchs de Libertadores. J'essaie de faire le maximum parce que sur une journée, on a le temps quand même. Je pense qu'on travaille beaucoup en vidéo d'abord. Je regarde toutes les listes de statistiques. J'essaie de me renseigner un peu les jeunes joueurs qui démarrent. Je pense que c'est important aussi parce que depuis 10 ans, on commence à connaître pas mal de joueurs, mais les joueurs qui commencent à démarrer dans chaque championnat, c'est très important d'abord d'avoir un premier avis. Normalement, avant le Covid, on travaillait aussi beaucoup sur les compétitions, donc les championnats U17, U19, on prépare les plannings, il y a pas mal de choses à faire. Voilà, dans le monde du foot, ça s'arrête jamais les matchs et on essaie de tout planifier avant, le maximum qu'on puisse faire. Donc ça, c'est mon job. Et avec Paolo Maldini, j'essaie juste de lui proposer les joueurs où on est convaincu. D'accord. Convaincu, où j'ai déjà de très bons rapports sur les recruteurs. Je l'ai vu, je suis d'accord, on a validé, les statistiques sont bonnes. Donc déjà, tout ça, tout est réuni. J'essaie déjà de proposer de fournir à Paolo une liste de joueurs en disant, voilà, je pense qu'on est convaincu, qu'est-ce que tu en penses? Lui, il va regarder aussi. Avec aussi Eric Massara, qui est le directeur sportif. Les 2 vont regarder ensemble et ils vont aussi en discuter. Mais eux, ils ont encore plus d'informations par rapport au coach et au staff. Donc ça, c'est bien aussi d'avoir aussi ce retour. Mais déjà, moi, je fais le maximum de notre job, de notre cellule en disant, voilà, là, on est convaincu, regarde, tu nous as demandé, je sais pas moi, 2 défenseurs centraux, un axe droit, un axe gauche. On a une liste de une dizaine de noms, à peu près. Là, on est convaincu, ils sont jeunes, ils correspondent à profil que l'on veut, etc. Donc là, ils regardent et après, on peut débattre.
Alors, je sais pas si tu es très réseaux sociaux, et je sais que ça ne représente qu'une partie de la vie réelle, mais moi, je note un intérêt très important pour la fonction de recruteur en ce moment, depuis quelques mois. C'est incroyable. Ouais. J'ai le sentiment qu'avant, beaucoup de jeunes rêvaient de devenir agent de joueur, et qu'aujourd'hui, on est en train de basculer sur le métier de recruteur. Est-ce que tu constates la même chose? Et si oui, ou même pas si oui d'ailleurs, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui s'intéressent à tout ce qui a trait au scouting pour se former, pour progresser, pour travailler un peu déjà de soi-même? Parce qu'avant de rejoindre une structure, toi, tu en es la preuve aussi. C'est que tu étais quelqu'un de très curieux au final. Oui, alors là, on va parler des réseaux sociaux. C'est vrai que de plus en plus, je vois des Twitter, vous savez, des Twitter sur des jeunes scouts qui commencent à présenter des listes de joueurs. Je vois qu'ils s'intéressent. Donc déjà, je trouve ça c'est bien parce que on est dans cette période un petit peu football manager FIFA, j'ai l'impression. Ça a beaucoup totalement. aidé. J'imagine que ça a beaucoup aidé. Et donc ça, je trouve que c'est bien. Je trouve que maintenant, football manager, ce jeu, c'est quelque chose qui est devenu impressionnant chez les jeunes. De plus en plus de jeunes jouent à ça plus qu'à FIFA. Enfin, pas plus, mais ça commence à arriver à ce niveau-là. Il y a des joueurs qui sont vraiment accros à Football Manager aussi. Voilà, je trouve vraiment, alors on se dit Football Manager, c'est un jeu de simulation d'un manager, d'un recruteur. Je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel, de sexy, et pourtant, c'est en train d'exploser. Donc, c'est en train de changer, c'est vrai. Les conseils que je peux donner, oui, je pense que c'est sûr qu'il faut regarder des matchs et être curieux. Et surtout, commencer à avoir, je pense, une certaine méthode. Moi, je me notais tout sur des carnets. Je me notais tout. J'allais sur mon ordinateur chez moi, je me notais des noms. Je m'amusais à faire des compositions. Et j'essayais de chercher des joueurs. J'ai fait ce championnat. J'ai regardé toute la France. Maintenant, à l'époque, on avait l'équipe du dimanche. Je sais pas si tu te rappelles sur Canal+. Bien sûr. J'ai regardé les matchs espagnols, ok. Et puis, je vais essayer de chercher un petit peu des vidéos ailleurs sur Internet. Donc, maintenant, il y a tellement d'outils sur Internet qui permettent de trouver des matchs, des vidéos. Donc, allez-y, foncez sur ça si ça vraiment vous êtes convaincu. Et essayez toujours de se renseigner sur qu'est-ce qui se crée de nouveau dans le football. Voilà, ça, c'est toujours, quand on travaille dans un club, les sociétés viennent directement à vous. Donc, les sociétés de database, de stats, de vidéos. Mais je pense quand même qu'il faut quand même chercher et participer, regarder, se renseigner. C'est sûr qu'être curieux parce que on peut pas être fermé, ça change tout le temps. J'aime bien dans ma cellule parce que j'ai des jeunes scouts et aussi j'ai des scouts d'expérience. J'ai des anciens coachs qui sont devenus recruteurs et des anciens analystes qui sont devenus aussi recruteurs. Donc tout ce mix est intéressant. Il faut écouter tout le monde parce que j'ai pas du tout la science infuse. On est là, on essaye, on espère à chaque fois que tout marche bien et que ça fonctionne. Donc, voilà, ne pas être fermé, regarder le plus de matchs possible, se renseigner, regarder et commencer à créer une sorte de méthode, voilà, personnelle. Et en termes de formation, toi tu dis à Milan, vous avez mis en place 2 départements, la data et l'analyse, je sais pas comment vous l'appelez, mais l'analyse vidéo, le travail de recruteur pur sur la vidéo ou aller voir les matchs en live, etc. C'est aussi quelque chose que ces apprentis, on va les appeler comme ça, ces apprentis scouts doivent comprendre. C'est-à-dire, il y a l'œil, évidemment, et c'est important. Je pense que plus on regarde de matchs, et plus on regarde de matchs de championnats différents aussi, de zones géographiques différentes, plus on va voir de choses différentes, et ça va nourrir un peu nos connaissances. Et pour la partie data, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile, mais on a aujourd'hui des outils comme Instat, comme Wisecout. Alors ça coûte un peu d'argent, c'est vrai, et c'est l'inconvénient. Il y a des formules qui restent honnêtement très raisonnables pour de l'entrée, je parle comme une personne de marketing, mais de l'entrée de gamme où on a accès quand même à pas mal de choses et qui permettent voilà, on a 10 minutes devant nous, c'est tout bête, mais parfois dans la journée, on prend 10 minutes, on regarde, quels sont les joueurs les plus créatifs dans tel championnat. On va aller regarder les lignes de stats qui parlent de la création pour un milieu de terrain, par exemple, et on va voir des noms qu'on connaissait pas forcément. Ensuite, on va essayer de se renseigner, regarder quelques vidéos, etc. C'est vraiment une vraie curiosité. Et tu parlais de méthodologie. Effectivement, il faut réussir. Une fois qu'on a toutes ces données, parce qu'il y en a beaucoup pour le coup, on est abreuvé de données stats, de données vidéo. Comment faire pour s'organiser et avoir quelque chose de cohérent où en 10 secondes, on retrouve les données liées à tel ou tel joueur? Alors bon, je peux pas trop divulguer parce qu'on a vraiment fait une méthode à Milan qui commence à marcher. C'est ça qui est bien, c'est qu'on commence à voir. Moi, je vais dire généralement, ce que j'aime, c'est que les recruteurs connaissent chaque championnat. C'est-à-dire que j'aime pas quand un recruteur arrive et lui connaît seulement une zone. Il va dire, voilà, je suis scout Espagne, mon meilleur joueur est en Espagne. Je fais d'accord, mais est-ce que tu as vu tous les autres championnats avant de dire ça? Donc c'est pour ça que on a essayé de faire une sorte de système de rotation, ok? C'était une de mes questions justement, parce que je sais que dans certains clubs,
on change les recruteurs de zone de confort, entre guillemets, pour leur faire voir un peu autre chose. C'est-à-dire ne pas être, par exemple, je sais pas, que sur le Benelux. Et 6 mois plus tard, on leur dit, bah tiens, regarde l'Uruguay, par exemple. Non, moi j'essaie de faire à peu près, on va dire, chaque mois de changer des choses. Ce que je fais par contre, je veux que les scouts soient libres quand je prépare les plannings. Un recruteur qui vit en France peut aller voir un match en Serbie. Ça, en live, je veux dire, il faut pas qu'on commence à se mettre des barrières, il faut regarder le plus de choses possible. Parce que je veux qu'arrive en réunion, les mecs soient capables de me faire des comparaisons, soient capables de dire, voilà, on va faire un classement. C'est-à-dire que pour moi, le top 1, lui, on est sûr, on l'a vu, tout le monde, sur 10 recruteurs à peu près, les 10 vont dire, voilà, le numéro 1 ou 2, on est sûr, c'est lui. Je veux pas que après dire, ah non, je le connais pas. Non, on doit connaître tout. C'est comme ça, c'est notre job. Il faut connaître bien les joueurs. On est au Milan AC, donc il faut connaître le maximum de profils. Et il faut qu'on soit capable de donner aussi un classement. Il faut dire notre préférence et de comparer entre un Brésilien, un Français et un Belge. Pour nous, au Milan AC, qu'est-ce qui correspond le mieux? Après, l'aspect financier, etc., le contact, tout ça, ça sera plus tard. Mais déjà, un minimum, c'est d'accord et clair tous ensemble. Mais quand on est clair, quand on sait où on va et quand on sait le profil de joueurs que l'on recherche, c'est beaucoup plus facile. Et avec tous ces outils statistiques, vidéo qu'on a aujourd'hui, j'essaye de proposer via des PowerPoints en leur disant, voilà, cette année, on va travailler comme ça. Je veux que quand on recherche des joueurs, on recherche de cette façon. Parce que je sais que cette façon-là, on va trouver des joueurs. Et puis, cette rotation, ça te permet de ne pas être dépendant d'un seul œil, entre guillemets, ou d'une seule paire d'yeux. Parce que, si on prend, je sais pas, une personne qui adore le championnat belge, par exemple, elle aura peut-être des biais cognitifs au moment de parler de joueurs belges, en fait, en se disant j'aime tellement ce championnat-là que parfois ça peut aussi pas fausser le jugement, mais ajouter un peu d'éléments non factuels, entre guillemets. Alors que si tu dis que telle personne qui est plutôt habituée, je sais pas, je te dis n'importe quoi, hein, mais à suivre le championnat des Primavera en Italie, bah du coup, si elle regarde aussi ce joueur-là belge, va avoir un avis peut-être complémentaire ou différent, qui vont te permettre d'avoir toi une analyse ou un point de vue un peu plus global. C'est sûr, il faut, comme je te dis tout à l'heure, il faut rester froid. Et moi aussi, j'aime certains types de joueurs, mais des fois, il faut dire non, lui, je vais pas le proposer parce que c'est pas ce que l'on recherche. Donc, même les recruteurs, je leur demande peut-être, essayer à la fin, on est là pour aider le Milan AC. Hein, on travaille pour ce club. Donc, ne pensez pas aussi à ce que vous aimez. Aujourd'hui, on n'a pas besoin, je sais pas, moi, d'un joueur de petite taille, qui fait du dribble. Non, on a besoin d'un joueur targetman, comme on dit, très fort, capable de garder la balle au but. Donc quand il me propose des joueurs, je dis non, c'est pas ce que l'on recherche, c'est pas le joueur que l'on recherche, donc garde de l'autre côté parce que peut-être que l'année prochaine on en aura besoin, dans 6 mois j'en sais rien, mais là aujourd'hui c'est pas la demande. Et on a commencé à l'évoluer dans ta méthodologie de travail avec la crise sanitaire qu'on vit depuis plusieurs mois maintenant. J'imagine que le quotidien a aussi beaucoup évolué, beaucoup changé pour les cellules de recrutement parce que la présence dans les stades, elle est très compliquée pour le coup, où il y a aussi beaucoup de championnats ou de tournois ou de coupes chez les jeunes qui ont été annulés en fait. C'est vrai que depuis, nous on a toujours travaillé toute la semaine, vraiment sur les montages vidéo, sur la statistique. Donc les recruteurs doivent faire les deux. Et le week-end, ils partaient, ou le week-end où les matchs de Champions League, d'Europa League, ils partaient voir les matchs en live pour confirmer, pour aller voir les matchs de Youth League. Voilà, donc ça c'était important. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les matchs de post-formation U17 jusqu'à réserve. Il y a très peu de vidéos, il y a très peu de TV qui fournissent ces matchs. Ce sont les clubs normalement, donc les clubs c'est difficile d'avoir les vidéos pour voir les jeunes joueurs, mais ça c'est dommage parce que aller voir un joueur en U17 et de le suivre sur 2-3 ans, ça c'est important parce que sur Théo Hernandez par exemple, c'est un joueur qu'on connaît depuis Atlético Madrid quand il était en équipe U17, U19, Youth League. Donc ça travaille sur 4-5 ans. C'est 4-5 ans et l'opportunité arrive au moment où là on peut aller le chercher parce que au Real Madrid il était un petit peu en difficulté, ils avaient recruté Ferland Mendy, il avait fait une saison au Real Sociedad, c'était pas encore un club très connu Real Sociedad, il n'y avait pas tellement de scouts qui allaient voir cette équipe-là, mais parce qu'on savait avant, on l'avait vu toute sa jeunesse, on avait vu comment il avait développé, on avait rencontré un peu de personnes autour de lui, et ça c'est vrai que c'est surtout en France c'est important, je pense les U17, U19, les équipes nationales. C'est dommage parce qu'on peut plus aller voir ça et forcément on va perdre un petit peu de connaissances. Tu penses qu'il va y avoir un trou, du coup, sur tous ces mois passés sans voir de football, sur ces catégories d'âge-là? Je pense qu'avant, les gros clubs étrangers achetaient beaucoup de jeunes joueurs, tu sais, qui ont 16 ans, 17 ans. J'imagine un peu moins parce que déjà, il n'y a plus de compétition. Les jeunes vont perdre aussi, hein, du coup. Et les jeunes vont perdre et puis un jeune joueur, tu sais, en 6 mois, il fait une progression physique très importante. On peut voir un joueur en juillet à un tournoi Carisport, par exemple, à Nantes. C'est un tournoi très connu de U19 en France.
Et le voir 6 à 8 mois après, dire waouh, il a changé physiquement ce joueur. Et du coup, physiquement aussi, tu changes ta façon de jouer. Hein. Il a plus de vitesse, plus de puissance, donc il va développer d'autres choses dans son jeu. Et ça, tu perds complètement. Donc, c'est dommage. Et un joueur qu'on a vu en juillet, aujourd'hui, je sais pas, en mai, juin, quand on va vouloir recruter, il pourra changer. C'est sûr. Et c'est dommage. J'espère que ça va reprendre et j'espère qu'on va vite sortir de là. Mais Et si la situation perdure encore quelques mois, ça veut dire qu'on sera un peu plus d'1 an avec beaucoup de perturbations entre guillemets. Mais même sur des matchs, par exemple, d'Europa League, dans des pays où ça joue à huis clos, les recruteurs ne peuvent pas toujours se déplacer non plus. D'ailleurs, il y a des règles aussi dans les pays, tout simplement, on peut pas sortir aussi de certains pays. Donc, pas aller voir des matchs, même pour du recrutement, là, je parle pas forcément de jeunes, hein, c'est-à-dire même du recrutement pour directement l'équipe première. Du coup, il n'y a pas forcément d'adaptation, c'est-à-dire que vous aurez quand même des besoins de recrutement, mais qu'il y a une partie du travail qui n'aura pas pu être faite. C'est ça. Donc, on essaie de faire le maximum d'appels téléphoniques avec les joueurs, avec les familles, déjà, pour bien connaître déjà cet environnement, déjà sentir quelque chose, même si c'est pas pareil, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de technologies aujourd'hui, mais aller voir une personne en live, discuter, c'est juste un rapport humain. Voilà. Ouais. C'est une certaine, ça c'est normal. Et le travail en live, c'est vrai que c'est important parce que tu vois vraiment d'autres choses. Tu vois là, plus de vitesse, d'impact, tu ressens la fatigue du joueur. Je sais pas, des fois, je trouve que même une frappe d'un joueur est différente en direct parce qu'on voit plus de ballons partis, on ressent plus de choses, ça c'est vrai. Mais on peut faire tout ce travail avant avec la vidéo, à bien analyser, bien se renseigner, on peut le faire. Mais c'est dommage, ce travail de confirmation, d'aller voir et d'aller se renseigner un petit peu avant, on peut plus le faire pour l'instant, non. Ça c'est vrai, on peut plus. Alors, tu as évoqué le fait de parler aux familles, de parler avec les joueurs. C'est souvent une donnée qui est mésestimée du grand public dans le processus de recrutement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu le joueur, il faut aussi connaître qui est derrière ce joueur. Le cliché, c'est connaître l'homme et le joueur, s'informer sur lui, sur son caractère, son comportement. Est-ce qu'il y a eu des soucis de discipline, par exemple, dans son club précédent, sur ses éventuelles failles qui peuvent être, je sais pas moi, physiques, mentales, psychologiques, sans dévoiler forcément de secrets, mais comment une cellule de recrutement réussit à minimiser les risques, parce qu'il en existera toujours, mais il faut réussir à tout simplement en avoir le moins possible. Alors déjà, quand on est arrivé au Milan AC, on a essayé de faire une sorte de, vous savez, comme dans les appels téléphoniques, d'avoir une sorte de trame. Ouais. Une trame pour, quand on parle aux familles, déjà présentation du club, présentation du projet et certaines questions pour voir déjà la réaction. On a essayé de faire ça. Donc ça, on a mis ça en place. Puis, ce qui était important aussi, c'était de dire, voilà, le Milan AC, normalement, les gens disent, mais pourquoi Milan va recruter un jeune joueur? Il fallait inculquer ce nouveau projet à toutes ces familles. Donc, j'ai dû prendre un petit peu de temps, parler à certains joueurs, dire, voilà, Milan AC est en train de changer. On est en train de faire confiance aux jeunes. Et il a fallu avoir des exemples. Donc, on est content que ça a marché rapidement. Mais si tous ces exemples de jeunes joueurs ne performent pas, genre Théo Hernandez, Benacer, Leao, tous ces joueurs ne performent pas, les gens vont dire non, j'ai pas envie d'aller au Milan AC parce que vous faites pas confiance aux jeunes. Donc ça, déjà, c'est important. Déjà, de rassurer les familles, dire non, s'il vient, il sera partie imprégnante de l'équipe première, il va s'entraîner avec nous, il va jouer, on va le développer. Et si on recrute, c'est qu'on pense qu'il va arriver à être un joueur important du Milan AC. Non, pas juste un joueur de rotation, non. On veut qu'il soit un joueur de l'équipe première, qui performe et qui joue avec nous. Donc, il a fallu vraiment faire de l'éducation, à parler, à dire, voilà, Milan AC est en train de changer. C'est beaucoup de temps, mais ça fonctionne. Ça a fonctionné. Et aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup d'agents, de clubs, de recruteurs qui m'appellent, qui disent, voilà, on veut venir au Milan AC. C'est super intéressant ce que vous faites. J'ai vu que c'est en train de changer. Il y a eu un gros changement. J'ai des amis du groupe Red Bull, de Dortmund qui m'appellent. Ce sont des clubs qui passent tout sur le scouting. Hein. Ça, c'est vraiment des clubs importants. Et eux me disent, ouais, bravo, vous êtes en train de changer, incroyable, à Milan AC, on n'a jamais vu ça. Donc, disons que c'est un club qui a été dans le flou pendant longtemps, en fait, et qui aujourd'hui a un projet très clair. Et effectivement, quand on a des bases déjà qui sont très claires, ça simplifie pas mal de choses, je pense. C'est ça, et puis à chaque fois de dire, voilà, non, les jeunes joueurs, j'entendais souvent, les jeunes joueurs ne vont pas faire gagner des matchs. C'est vrai, on peut pas dire les jeunes joueurs vont faire gagner des matchs, etc., ou des compétitions. Ça, c'est vrai, on peut pas savoir. Ça peut marcher, ça ne peut pas, ok. Mais nous, ce qu'on dit, c'est de créer un groupe de joueurs sur 2-3 ans, d'avoir une équipe sur 2-3 ans pour arriver à ce niveau-là et être performant. Donc, ça commence à arriver. J'espère que ça va continuer, mais ça commence à arriver. Mais l'idée de base, c'était de faire sur 2-3 ans une bonne équipe. Et sur 2-3 ans, forcément, les jeunes joueurs vont encore plus développer. On voit un Ismaël Benacer entre aujourd'hui et ce qu'il a fait au début ou à Empoli. Il a déjà complètement changé, ce joueur. C'est un patron de l'équipe. Et c'est ça qui est bien aussi avec les jeunes joueurs et dans tout ce processus de recrutement, c'est qu'on voit tellement d'évolution. Et dire, voilà, je me rappelle à Monaco, j'ai un exemple sur un jeune joueur que je voulais absolument qu'il performe, j'étais sûr, et ça n'a pas bien marché. Il a marché ailleurs,
Mais j'entendais souvent, oui, il est pas prêt, il arrivera pas. Je trouve des fois aussi, c'est très dur. On est très dur, on est très direct. Non, non, j'y crois pas, il a pas d'intensité, il jouera pas. Ok. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs de première ligue. Alors, pourquoi ce décalage? Ça aussi, j'aime bien avoir aussi l'historique et dire, voilà, c'est bien de critiquer tout de suite, mais ça marche pas comme ça, voilà. Mais il faut avoir du recul, il faut comprendre tous les paramètres qui font qu'un joueur, jeune ou pas jeune d'ailleurs, peut réussir ou ne pas réussir dans un club. C'est pas parce qu'il a une mauvaise expérience, c'est-à-dire une expérience où il sera pas performant, que le problème vient forcément de lui. C'est-à-dire que c'est un ensemble de choses qui conduisent au fait qu'à l'heure actuelle, il n'est pas performant. Mais ça veut pas dire qu'il sera pas performant dans le même club un peu plus tard avec un contexte différent, ou même dans un autre club 2 ou 3 ans plus tard. Non, c'est ça. Et puis, ce joueur, peut-être que notre club, ça lui a permis à lui de passer cette étape. Nous, malheureusement, pour notre club à nous, ça n'a pas marché, mais à lui, ça a fonctionné. Donc, peut-être grâce à nous, on l'a aidé aussi peut-être là-dedans. Donc. Mais j'ai trouvé aussi dans le foot, c'est souvent des personnes qui arrivent, c'est blanc ou noir. Et c'est pas toujours comme ça, non. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire des études aussi sur voir, par exemple, en Youth League. On essaie de dire, en Youth League, quels sont les jeunes joueurs qui ont réussi dans cette compétition et qui sont sortis. Et à la fin, quand on voit l'historique sur 10 ans, c'est tous des top joueurs aujourd'hui. Donc, faire des études de cas sur l'historique, regarder, ça c'est important. On peut pas dire, voilà, c'est un top joueur. Non, regardez aussi les profits des joueurs qui sont sortis de la Youth League. Je dis la Youth League parce que pour moi, c'est le niveau top des jeunes. Ouais, des jeunes. C'est leur Champions League à eux et c'est là qu'on voit les vrais joueurs. S'ils sont bons dans cette compétition, il n'y a pas de secret. Ils arrivent, ils sortent, ils sont très bons ailleurs. Et sur la personnalité des joueurs, comment vous réussissez à déceler d'éventuelles choses qui font que ça pourrait ne pas être compatible? Alors, on peut parler de ton expérience à Monaco ou à Milan, peu importe. Au-delà des appels avec la famille, est-ce qu'il y a des prises de renseignements sur, je sais pas, avec des personnes en place, des personnes de confiance, etc. Ce que j'essaie, c'est qu'on a des recruteurs, je leur demande de ne pas être juste des recruteurs qui voient des matchs, aussi de prendre le plus de renseignements possible sur les joueurs qu'ils aiment. Donc ils ont pas mal de connaissances, ils vont essayer d'appeler, on va essayer de savoir le maximum d'informations. Ensuite, la famille, des fois, on peut rencontrer les parents, ça se passe très bien. Mais c'est dur de connaître les amis et l'entourage. Ça, il faut faire un peu plus de recherche. Ça prend un peu plus de temps et des fois, on peut se tromper. Des fois, la plupart du temps aussi, ça peut être aussi un agent qui travaille avec lui, qui lui dit tout le temps, t'es le meilleur. C'est pas normal que tu joues pas. Pourquoi? Qu'ils lui mettent trop de mauvaises images. Alors, des fois, aux gens, je dis, t'inquiète pas, t'es déjà dans cette équipe. T'es déjà à Milan ou à l'AS Monaco ou même au PSG, j'en sais rien. C'est déjà énorme. Pense à ça. Arrête de dire oui, pour l'instant, tu joues pas parce que c'est ce coach. Mais un coach, on sait, dans un club, on t'a recruté en tant que club. C'est pas le coach qui t'a recruté. La plupart du temps, c'est le club qui recrute. Ouais. Aujourd'hui, voilà, les agents aussi poussent en disant non, pourquoi tu joues pas? T'es incroyable. Ça devient un critère, ça? Alors, je sais pas si tu peux répondre à la question, ça me vient spontanément comme ça. Mais ça peut être un critère, ça? Quel type d'agent est avec un joueur ou Ça peut être un critère. Ouais, ça peut être un critère, d'accord. Ouais, ça peut être un critère, soit par des expériences dans les autres clubs ou dans notre club. On sait comment ça s'est passé, on fait attention. D'accord. Une personne nous propose un joueur, on va faire très attention, on va regarder. Et puis des fois, je pense qu'il faut, moi ça m'est arrivé de parler directement, dire voilà, tu m'as ramené ce joueur, là c'est pas normal ce que t'as fait, maintenant t'as intérêt à t'en occuper, voilà. Un agent, c'est pas seulement aussi faire le deal et faire l'aspect financier, c'est aussi derrière être son joueur, lui fournir ce qu'il demande, être derrière lui, ne pas le lâcher, dire voilà il a signé, allez, ciao, je m'en occupe plus. Non, faut pas faire comme ça. Non. Est-ce que tu considères aujourd'hui que tous les bons joueurs peuvent jouer dans un grand club comme Milan? On a parlé tout à l'heure rapidement du contexte du Milan, jouer à San Siro, etc. Alors même si c'est un peu moins vrai aujourd'hui parce que malheureusement on joue toujours dans des stades vides et que le domicile et l'extérieur ça devient un peu la même chose entre guillemets, mais on a cet aspect-là beaucoup en Italie, qui est un pays que je connais bien, où on dit tel joueur ou tel jeune, d'ailleurs ça marche souvent avec les jeunes, c'est un peu étrange, mais tel jeune s'imposer au Milan, c'est compliqué, être performant à l'Inter, c'est compliqué, le contexte de la Roma pour un jeune, c'est vraiment pas simple. Moi ce que je réponds souvent, c'est que déjà d'une, il n'y a pas forcément de vérité là-dessus, c'est qu'on a des exemples qui vont dans tous les sens. Et puis la deuxième chose, je te demanderai pas de réagir évidemment vu ta position, mais moi j'ai un peu de recul sur le championnat italien et si je prends il y a pas si longtemps que ça au Milan, on avait des joueurs comme Biglia, on avait des joueurs comme Borini, on avait des joueurs comme ça qui étaient expérimentés et au final, ils étaient pas spécialement performants. Quelque part, ça montre bien que c'est pas qu'une histoire d'âge, ça, c'est une histoire d'être bon, tout simplement, et que ça, on a beau faire tout ce qu'on peut pour essayer d'anticiper tout ce qui peut se passer, etc. Quelque part, c'est le joueur qui a la réponse. Non, c'est vrai que je pense oui. Pas tous les joueurs ne peuvent jouer en Italie surtout. Ça c'est important, en Italie et au Milan, c'est vrai. Mais comme je t'ai dit, on essaie de recruter un certain type de profil de joueurs. Donc en gardant cette ligne-là,
on se dit, voilà, il va correspondre à ce que l'on veut comme style de jeu. Donc, même si le joueur est bon, il est norvégien comme Hauge ou il est belge comme Selmakers, on sait qu'en le prenant, ça risque de fonctionner avec plus ou moins de temps, mais ça risque de fonctionner parce que ça ressemble à ce style de jeu que l'on souhaite. Mais oui, voilà, pas tous les joueurs. Si un joueur lent, non, surtout pas de joueurs lents ou qui n'ont pas de changement de rythme, par exemple. Et ça, tous les clubs veulent ça. Mais il y a des clubs en Italie, ils ont recruté pas mal de joueurs lents qui fonctionnent parce que le coach est comme ça. Nous, on va pas ce style de joueur. Donc déjà, c'est d'être clair avec ce que l'on veut. Ça, c'est super important. Mais je pense qu'un jeune joueur qui est bon et qui correspond à notre profil, c'est déjà une grosse part de réussite. En gros, contexte ou pas contexte, s'il est bon, il y a quand même beaucoup plus de chances, jeune ou pas jeune, qu'il soit performant en fait. Déjà, il est bon. Donc après, dans un deuxième temps, on se dire, voilà, nous, on est sûr qu'il est bon. Discuter avec lui. Et après, comme je t'ai dit, de l'accueillir et de pas le lâcher, ce joueur, dire, voilà, on a confiance en toi. Donc attention, ne fais pas n'importe quoi. On va t'aider. On va vraiment t'aider pour toi. On va essayer de parler avec toi. Dès que tu as besoin, moi, je leur dis des fois aux joueurs, je leur dis, ouais, on peut textoter, on peut parler ensemble. Il n'y a pas de problème, je serai disponible. Mais aussi, c'est, voilà, on a confiance en toi. Donc, ouais, bien sûr. Montre-nous que tu es là et que tu es solide et arrête de penser que tu es le jeune joueur. Ça, souvent, on dit, ouais, le jeune joueur qui rentre. Non, attends, t'es un joueur de l'équipe première du Milan AC, donc monte sur le terrain ce que tu as. Alors, Milan a toujours eu un lien très fort avec le championnat de France. Beaucoup de joueurs français, de joueurs de Ligue 1 ou de première division à l'époque ont joué à Milan. Je fais un name dropping rapide pour évoquer un peu toutes les périodes et donner des références aux auditeurs. Jean-Pierre Papin, Marcel Desailly, Yohan Gourcuff, Ibrahim Ba, Bruno Ngotti, Raphaël Lao. C'est pour donner un peu une idée des types de joueurs qui sont arrivés. Maintenant que tu as ce regard de l'étranger, que tu es à l'étranger, que tu discutes du coup avec des Italiens sur le championnat de France, quelles sont les qualités ou les spécificités des joueurs qui viennent du championnat de France qui font que au final, c'est un championnat qui est très regardé, qui est beaucoup scouté, où il y a quand même beaucoup de départs. C'est un des plus gros viviers en Europe. Enfin, c'est le plus gros vivier d'ailleurs en Europe. C'est l'un des deux plus gros viviers au monde, puisque le premier étant le Brésil, de mémoire. Qu'est-ce que les Italiens disent de ces joueurs qui viennent du championnat de France ? Alors, quand on discute avec eux, ils ont beaucoup de respect déjà pour les profils de joueurs que l'on a. C'est-à-dire que quand on va en France, on va trouver différents types de joueurs. On va trouver le joueur très rapide, explosif, le joueur très fort, costaud, le joueur à la Gourcuff, organisateur numéro 10. On a différents types de joueurs. En Italie, je trouve, de ma vision française, je trouve qu'il y a à peu près le même style de joueurs. Et surtout dans les académies, ça va manquer un petit peu de talent pur. Ça va être plus difficile de trouver des joueurs style Mbappé, style Ousmane Dembélé, des profils comme ça. Par contre, ce qu'ils ont, ce que j'aime bien, c'est que ils savent bien former sur la mentalité, sur le professionnalisme. Ils créent vraiment des professionnels. Ça, ils sont très forts là-dedans. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il dit, voilà, un joueur français, quand il vient en Italie, il va travailler plus. Et c'est vrai. Je trouve qu'on travaille plus en Italie. C'est pas de critiquer la France. C'est juste que je trouve que il y a des staffs bien plus importants dans les académies. Ça, après, je vais revenir parce que j'aime beaucoup regarder les académies et ça m'intéresse. D'accord. Je trouve qu'il y a plus de suivi dans les académies. Ils développent plus déjà quand je vais au Milan AC ou même dans d'autres académies, je trouve que ils essayent de développer ça avec plus de kiné, service médical, service analyse vidéo chez les jeunes, beaucoup. Ils installent beaucoup de caméras autour des terrains pour déjà créer cette atmosphère de professionnalisme. Donc ça, c'est bien. Et en France, il va développer, je pense, entre 20 à 30% de plus parce qu'il va travailler une méthode qui est plus dure. On travaille plus. Il y a plus de suivi, comme je t'ai dit. Donc, le joueur français, quand il vient, il va forcément se développer. Il va forcément se développer, il va travailler plus. Et je pense qu'un super exemple est un Jordan Verretou en France, qui était à Nantes. Et il faut le dire, je pense qu'un Verretou en France, il est parti, je pense, pour 5 millions d'euros à la Fiorentina. Il n'y a pas un club français qui allait sur lui, parce que j'entendais à moi à l'époque, ils disaient oui, c'est un bon joueur de France. Voilà, pas plus. Et il a très bien joué en Italie, parce que je pense qu'il a été très sérieux, c'est quelqu'un qui a bien travaillé. Maxime Lopez, c'est le même. Aujourd'hui, il joue tous les matchs à Sassuolo. À Marseille, pourquoi il était complètement hors en disant peut-être que le fameux, je sais pas, mais il n'avait pas le niveau, j'en sais rien ou quoi, mais et là il est venu et j'avais écouté son interview sur un MC, je trouve c'est intéressant en disant que on travaillait plus, que l'entraîneur passait plus de temps aux entraînements. Ça c'est vrai aussi. Ça c'est vrai, je trouve que il reste beaucoup de temps à l'entraînement, beaucoup de temps au centre d'entraînement. C'est une culture du travail qui est un peu différente quand même. Exactement. Même je l'ai vu avec Claudio Ranieri, quoi. Je me régalais à aller voir. J'étais très proche des préparateurs physiques. Ils n'arrêtaient pas. Ils arrivent à 7 heures du matin. La fameuse phrase, il arrive à 7 heures, à 8 heures. Oui, je l'ai vu, clairement. Il y a d'autres entraîneurs que j'ai vus. Non, ils ne faisaient pas autant. Mais ce côté italien, voilà, c'est pour ça que ils aiment le profil français parce que c'est des jeunes joueurs encore à développer. Et Raphaël Léo, par exemple, il a encore tellement de choses encore à développer. Et rien que son arrivée de Lille, maintenant, on a vu déjà cette dimension. On a vu déjà qu'il s'est développé. Donc, l'Italie est parfaite pour ça. Et puis, comme je te dis, voilà, la culture, ils aiment le foot. Donc, un jeune joueur, quand il marche,
Je le vois en Italie, je vois à Milan, Théo Hernandez aujourd'hui est apprécié des supporters et lui, il a plus envie de bouger maintenant. Déjà, on a fait une belle étape. Alors tu voulais qu'on fasse un petit point sur les académies, du coup, sur la façon dont on développe des footballeurs, sans doute, sur quoi on incite. Alors on a un peu le sentiment qu'en France, on laisse peut-être une plus grande part à la créativité. Est-ce que ça vient aussi du fait qu'en France, on a encore un peu de street football, même si les choses changent un peu? Je trouve, pour en avoir discuté notamment aussi avec des formateurs néerlandais, c'est qu'en France, on a encore un peu cet esprit de foot de rue. Alors ça diminue évidemment, tous les pays sont concernés par ça. C'est-à-dire qu'avant, moi j'ai grandi dans les années 90, tout le monde jouait au ballon dans la rue. Clairement, c'était vraiment très marquant. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce qu'il y a d'autres sollicitations, les écrans, Internet, enfin bon, bref, tout ça on le sait. Et il y a des pays qui sont plus impactés par ça que d'autres. J'ai le sentiment qu'en Italie, ils sont plus impactés qu'en France. Et qu'en France, on a un profil de joueurs aussi. Alors c'est lié aussi, il y a plein de critères, c'est dur de tout évoquer comme ça, mais par exemple, le passé de la France, l'histoire de la France fait qu'on a aussi des profils un petit peu différents liés à la colonisation et à des vagues d'immigration qui font que aujourd'hui dans les grandes villes ou dans les grandes aires urbaines, on a des joueurs plus techniques et c'est la même chose aux Pays-Bas hein, par exemple, ils ont eu une forte immigration marocaine qui fait qu'ils ont eu des joueurs comme Hakim Ziyech, comme Abdelak Nouri malheureusement qui aujourd'hui a eu un accident très grave et qui se bat tout simplement pour vivre aujourd'hui, mais et on peut en citer d'autres, Ibrahim Afellay, voilà, c'est des profils de joueurs très techniques. Et ça, c'est aussi des profils, sans doute, qu'on a beaucoup plus en France, dans les centres de formation, qu'en Italie. Alors ça, tu vas pouvoir me le confirmer. Et donc, il y a une plus grande part de créativité en France, là où en Italie, j'ai le sentiment, tu vas me dire si je me trompe, mais qu'effectivement, on insiste beaucoup quand même sur... On est peut-être un peu trop rigide, voilà, en fait, en Italie. Il y a un bon côté de la rigidité, c'est-à-dire être très professionnel, très carré dans l'organisation, mais peut-être que ça coupe certains profils en fait dans le système de formation. Oui, alors je vais te donner un exemple. Tu sais, quand on parle d'un joueur type espagnol ou un joueur, on va dire italien, défenseur italien, tu vois tout de suite un peu le style de joueur. Ou quand tu vas au Brésil ou en Hollande ou en France par exemple, tu peux avoir soit un N'Golo Kanté, soit on va parler d'un Paul Pogba. Ils sont totalement différents. Ouais. Mais un joueur espagnol, ça va être du Fabregas, du David Silva, tu vois, du Xavi, Iniesta, des petits joueurs techniques, tout ça. Donc ça, c'est très marquant. Ce qui est bien en France, en Hollande, même en Belgique maintenant, c'est qu'il y a différents profils, tu peux trouver de tout. Et je trouve ça intéressant. Au Brésil, tu peux avoir un Arthur comme avoir un Casemiro. Je sais pas qui a raison ou pas, parce qu'à la fin, l'Espagne a montré qu'il est très bon, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est très facile en Italie ou en Espagne de bien définir ça. Ou quand tu vas dans les pays maghrébins, tu vas trouver ce style de joueur, de dribbleur, technique, très très fort. Donc ça, c'est vrai. Ce que j'ai vu ici par rapport en France. En France, souvent, les coachs dans les académies me disaient, oui, ce joueur n'est pas assez fort pour nous. En Italie, ils vont me dire, ce joueur n'est pas prêt pour jouer dans notre tactique. Ou il n'est pas prêt tactiquement. Déjà, tu vois la différence. C'est que en France, on est très sur le joueur individuel. On dit, ah, il lui manque ça, il n'a pas le bon profil, ça va être dur à développer. En Italie, on va dire, ça va être dur de le développer tactiquement dans cette composition-là, dans ce style de jeu. Alors, ils sont plus sur la performance du week-end, de gagner les matchs et de créer vraiment cet esprit d'être solide, d'être bien organisé. Ça, c'est vraiment, vraiment important. On avait ramené un jeune joueur en France et lui, il me disait vraiment, de France qui était venu en Italie, il me disait, je lui dis, c'est quoi la grosse différence? Il me dit, la ligne défensive, il faut être qu'un. La ligne de 4, il faut faire partie. Voilà, parce qu'il me disait, moi, j'aime bien monter, prendre tout le couloir. Et ils disent non, arrête avec ça, reste un peu plus derrière, reste avec ta ligne défensive. Ils sont plus comme ça. Donc, ça va être un style de jeu un peu plus, oui, on sait, les Italiens, c'est plus fermé. Ils font très attention à la phase défensive. Ça, c'est vrai. Et nous, on va plus parler de joueurs individuels. Des fois, en France, on est trop sur le joueur n'arrivera pas. J'ai entendu trop d'exemples avec Monaco en disant ça. Et à la fin, ils ont marché ailleurs. Donc, on est trop peut-être sur l'individuel en disant, voilà, on veut sortir beaucoup de joueurs en France, c'est vrai, c'est notre ADN. On veut sortir les joueurs. Quand on va aussi à Clairefontaine, je pense qu'ils parlent plus de développement de joueurs que de développement tactique et de l'équipe. Je pense que l'Italie peut être un bon mix. On peut ramener un joueur français-brésilien et s'adapter à cette tactique italienne et quand il va comprendre. Et tu sais, en Italie, en Serie A, il y a eu quand même de très bons joueurs étrangers qui ont formé, qui ont très très bien marché à la fin. Les Italiens, on connaît tous. Il y en a eu beaucoup. Les Del Piero, les Totti, les Baggio, pas de problème. Mais les étrangers, je pense qu'en France, on a plus de souvenirs de très bons Français que de très bons top étrangers. Et du coup, tu penses que l'Italie, ça complète parfaitement une formation que tu peux avoir au Brésil ou en Italie. Alors formation, pas forcément que formation d'ailleurs, mais en tout cas le développement du joueur peut être très bien complété par ce qu'il va trouver en Italie. On parlait de Jordan Verretou ou d'autres exemples.
C'est des joueurs qui vont gagner peut-être 20-25% en arrivant en Italie parce qu'ils vont progresser sur d'autres aspects dont on donne une importance toute relative en France, par exemple. Un exemple qui est incroyable, c'est l'Atalanta Bergame. Je pense que tous les recruteurs dans le monde, on va voir Robin Gosens et Hans Hatteboer. Quand on va les voir en Hollande, je ne peux pas imaginer que ces joueurs sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, des joueurs de Champions League à ce niveau-là. C'est vrai. C'était de bons joueurs. Je ne vais pas les détruire, mais en France, on les aurait détruits, ces joueurs-là. On aurait dit non, ils n'ont pas le niveau, ils sont pas assez bons, blabla, etc. Ça aurait été comme ça, j'en suis persuadé. Et avec l'Atalanta, ils ont fait tellement, parce que tu sais la méthode de l'Atalanta, Gasperini, etc. Ils ont fait tellement travailler à un niveau d'intensité élevé qu'aujourd'hui, cette équipe-là, je veux dire, comment c'est possible que Palomino, un joueur qui était à Metz, est un joueur aujourd'hui de Champions League reconnu à l'Atalanta. Je veux dire, Remo Freuler, tous ces joueurs-là. Je pense que voilà, c'est ça en Italie. Il y a cette culture du travail. Ça, c'est vrai. Par contre, je préfère prendre maintenant de plus en plus un joueur proche d'équipe première que le faire venir dans l'académie. Parce que je pense que peut-être que l'académie, un jeune joueur, il a besoin aussi un petit peu de profiter, de se développer et ne pas penser toujours à être bien en place, bien solide. Non. Par contre, pour l'équipe première, un jeune joueur pour l'équipe première, ça c'est l'étape parfaite parce que ça risque de marcher très très bien. Alors je te propose de faire 2-3 études de cas pour que nos auditeurs se mettent quelques instants à ta place. Et ça, c'est plutôt cool. Je te propose de partir sur 3 profils recrutés par Milan ces derniers mois. Alors au début, j'avais pensé à Théo Hernandez, mais comme tu l'as évoqué un petit peu auparavant, je te propose qu'on fasse un autre profil. Je te propose Simon Kjær, Jens Peter Hauge et Raphaël Leao. Du coup, c'est 3 profils très différents, d'âges différents, qui viennent de championnats bien différents aussi. L'idée, c'est pas de dévoiler les dessous des transactions ou ce genre de choses-là, c'est de comprendre comment on part d'un besoin précis qui vous a été demandé, à un poste précis pour arriver à l'identification du bon profil. Et qu'est-ce qui vous a plu au final quand vous êtes parti sur ces profils-là? Je te propose de commencer par Simon Kjær parce que pour moi c'est un cas vraiment très symbolique du travail d'une cellule de recrutement. Parce que ok, il était connu, ça y a pas de problème. Simon Kjær, ça fait quand même longtemps qu'il est dans le foot, donc tout le monde le connaît plus ou moins. Ce qui m'a marqué moi, et je l'avoue bien volontiers aujourd'hui, j'étais très sceptique quand il arrivait à Milan. Ouais, tout le monde. Ouais, mais parce qu'en fait, je pense que j'étais trop impacté par son expérience ratée à l'Atalanta. Et peut-être que quand on manque de recul, tu disais tout à l'heure, l'Atalanta c'est très spécifique, la méthodologie, Gasperini, etc. Et effectivement, pour un défenseur central, et pour d'autres profils, mais notamment pour le défenseur central, avec Gasperini, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit tu t'adaptes à son marquage individuel tout-terrain, soit tu n'en es pas capable et tu joueras pas. Et en fait, peut-être de manière générale, je m'inclus dedans, hein, c'est pour ça que tu disais oui, tout le monde en fait était sceptique quand il arrivait à Milan, c'est qu'on s'est dit, en fait, il joue pas à l'Atalanta, sans trop réfléchir à pourquoi il ne jouait pas, et pourquoi il jouerait au Milan au final. Donc du coup, quel était le besoin et comment vous êtes arrivé à Simon? On était dans une période où, tu te rappelles, avec Marco Giampaolo, on avait changé de coach, Oui. Covid était arrivé, on avait fait beaucoup de recrutement de jeunes joueurs, et il nous manquait ce joueur d'expérience. Donc déjà, là-bas, c'était un joueur d'expérience. On n'avait pas forcément de milieu, défenseur, attaquant. Notre propriétaire nous dit, voilà, on va pas investir encore parce qu'on a bien investi sur cet été. Il va falloir trouver une bonne occasion de marché et trouver quelqu'un, voilà, qui arrive et qui soit prêt directement, qui parle la langue, qui soit prêt directement pour le coach aussi, donc un joueur très fort tactiquement. Et quand tu vois le mercato de janvier, tu dis, bon, il n'y a pas tellement de solutions. On a commencé à faire des listes de défenseurs centraux dans pas mal de pays, dans pas mal surtout en Italie, parce qu'on s'est dit, allez, ça sera plus rapide. Et Simon Kjær est arrivé parce qu'on le connaît depuis des années, c'est vrai. On a regardé ses matchs à l'Atalanta. Et on s'est dit, bon, il n'était pas mauvais, tu vois. Sur la Champions League, à Dinamo Zagreb, il était très bon. Il avait joué contre Petkovic. On se dit, mais attends, il fait un bon match. Après, je regarde la liste des joueurs de l'Atalanta, qui a marché ailleurs et qui n'a pas marché à l'Atalanta, mais par contre qui a marché ailleurs. Et là, tu as plus d'exemples de joueurs qui ont marché. Pas plus, mais Ibanez aujourd'hui qui est à la Roma n'a pas du tout fonctionné à l'Atalanta. Et il fait partie des meilleurs défenseurs de Serie A aujourd'hui. Il y a eu pas mal d'exemples, pas mal. Il faut en trouver, mais j'ai pas la liste sur moi, mais c'est vrai, on a regardé ça. Mais Simon, on était sûr que lui, il avait la mentalité parfaite, parce que c'est vraiment quelqu'un de sérieux, de combattant. Il avait la taille que l'on cherchait pour le défenseur central. Et puis, quand tu regardes, et puis on regarde, on s'est renseigné, on dit, c'est pas un joueur lent, c'est pas ça. Beaucoup de gens nous disent, non, il est lent. Parce que c'est la première image qu'on a dans la tête, on se dit, ah, Simon Kjær, il est lent. Non, c'est quelqu'un de très bien positionné, il court tout le temps, il a une très bonne condition physique. On avait un petit peu peur aussi de quelques blessures, on a regardé aussi les blessures, tu vois, on a bien analysé, mais finalement, ça va, c'était pas quelque chose de très important. Et après, l'aspect financier était vraiment pas cher du tout, parce qu'à la fin, il nous a coûté 2,5 millions pour un joueur comme ça. 2,5 millions, il y a tous les clubs français qui peuvent. En salaire, vraiment, je peux pas le divulguer. Oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir.
Je pense qu'à Marseille, il y a des salaires beaucoup plus élevés. En France, je vais prendre l'exemple français, ou à Lyon. Mais on lui a rien demandé à Simon Kerr. On n'a pas dit tu viens le meilleur joueur de la planète. On l'a dit, on a besoin de toi comme leadership. Comme leader, tu dois être là, tu dois nous aider. Et il est tout de suite arrivé, il s'est tout de suite mis. Et lui, il était fou, il était supporter du numéro 1, c'est déjà depuis petit. Donc il était comme un fou quand il est venu ici. Et puis voilà, on a recherché, on a fait vraiment une liste, dizaine de noms, mais quand tu es en difficulté un petit peu, on était en difficulté dernière. En janvier, il fallait aller le plus rapidement possible et il était à l'Atalanta Bergame à 40 minutes de Milan. Le bon match a été fait parce qu'au final, aujourd'hui, alors j'ai plus la stat en tête, mais je sais plus s'il était titulaire, s'il devait être titulaire contre Lille au match aller là. Ouais. Ce qui fait qu'il a perdu un match avec Milan. Ouais. Sinon, il avait quasiment 0 défaite. En gros, il doit avoir une défaite depuis qu'il est à Milan, ça doit être quelque chose comme ça. C'est ça, et puis quand tu penses à Simon Kerr en équipe nationale et à la Roma, à Lille, même à Séville, à Wolfsburg, est-ce que tu as déjà vu ce joueur vraiment mauvais? Tu vois, il a jamais été mauvais joueur. Ça a toujours été un bon joueur. Et ça, puis avec le bon état d'esprit aussi. C'est quelque chose qui ressort beaucoup. Ouais. Lui, ça me rappelle un peu Ricardo Carvalho. Tu vois, Ricardo Carvalho, tout le monde savait, il était sur la fin au Real Madrid, mais c'était un super mec. Simon Kerr, c'est pareil. Et il a encore, on va dire, un peu plus de grinta, on va dire, un peu plus. Tu vois que dans les matchs, il rigole pas. Il n'est pas là pour rigoler. Ça, c'est vraiment bien. Donc vraiment, Simon, il faut le dire, aujourd'hui, c'est vraiment l'un des meilleurs défenseurs de Serie A, un joueur très, très important de cette équipe. Bien sûr, Ibrahimovic a changé beaucoup de choses, mais Simon est vraiment important dans ce projet, dans cette équipe. Le deuxième cas que je te soumets, c'est Jens Peter Hauge, qui vient de Bodø/Glimt. Alors, tu sais qu'en Italie, quand il y a eu le fameux match, troisième tour préliminaire de la Ligue Europa, entre les Norvégiens et Milan, tout le monde s'est dit « Ah bah ils l'ont acheté parce qu'ils ont joué contre lui ». Bon, il y a autre chose derrière, on est d'accord. Le clic, la décision finale, elle vient de ce match-là. Bien sûr. Clair. Je vais remercier vraiment la cellule data, la cellule des statistiques qui m'a proposé ce nom. C'était en mai-juin. On était en plein confinement. On pouvait pas voyager. Je voulais absolument voir ce joueur en direct. Voilà, j'avais besoin parce que je me dis, j'ai besoin de voir parce que j'avais besoin de regarder un petit peu la vitesse et les changements de rythme, l'explosivité. C'est ce qui nous permet, tu sais, de faire le travail vidéo statistique et d'aller en live. Ça, c'est important. Donc, je me dis, bon, puis on a joué le championnat. On commençait à bien marcher. Ce joueur, toujours le département disait, Geoffrey, regarde. Je dis, ouais, c'est vrai, mais on était en plein après la période de transfert est arrivée. On a commencé à bien suivre. J'ai demandé aux recruteurs de regarder. Tous m'ont donné quelque chose de positif. J'ai pas eu quelque chose de négatif sur ce joueur. Jamais. Et puis, Bodø/Glimt, petit à petit, est arrivé en Europa League. Le gros travail aussi du staff et d'analyse vidéo du staff, quand on parlait de l'analyse vidéo comme par hasard, avait déjà aussi une attention, regarde, Geoffrey, à ce joueur. Jens Peter Hauge, tiens, toi aussi tu m'en parles. À la fin, tu vois, ce joueur, tout le temps on en parle, il revient. Et là, Paolo Maldini a été très fort parce que Ricky Massara et Ivan Gazidis, après match, ils sont tout de suite allés voir le joueur, tout de suite allés voir le club. On dit voilà, on veut absolument ce joueur. Pas de temps. Voilà, ça aussi c'est important, le process et le timing. On peut faire le job magnifique. À la fin, tu sais, des fois, le joueur ne viendra pas. On a des listes entières de joueurs. On dit si on avait fait venir, pourquoi? C'est la décision. Là, ils ont été très rapides sur la décision finale. Je le rappelle, il avait marqué et peut-être même fait une passe décisive contre Milan. Le but, c'est sûr. Voilà, il avait marqué, tu te rappelles, le premier but, c'est la passe d'Est quand il déborde sur le centre, côté gauche, comme ce qu'il a fait là contre Celtic. Et après, il met un but, une frappe en pleine lucarne, très puissant. Donc, c'était très bien. Et surtout, l'aspect financier. Voilà, un joueur, aujourd'hui, on parle d'un joueur entre 3-4 millions. Tu vois, c'est des joueurs à faire. C'est des joueurs à faire dans ce métier-là. Il faut le faire. Et puis, voilà, on avait aussi là, on s'est renseigné bien sur la mentalité, etc. Tu sais, il y avait aucun problème. Ce qui a été impressionnant, c'est que dès qu'on a acheté ce joueur, t'imagines même pas le nombre de clubs qui nous ont appelés pour l'avoir en prêt. C'est vrai? C'était peut-être une vingtaine de clubs, sans rigoler, ils nous ont appelés pour vous pouvez nous le prêter. Et là, je dis ouais, mais d'accord, on vous le prête, mais comment ça se fait qu'il y a certains clubs ils auraient dû aller sur lui, tu vois? C'est vrai que nous on l'a pris en se disant on le prend et on le développe tranquillement, on lui met pas de pression. Il vient de Norvège, il est bon, tranquille. Voilà, on va pas lui mettre la pression. On a d'autres joueurs qui sont plus prêts, comme les Rebic, les Akan Çalhanoğlu, qui sont plus importants. Toi, tu viens, tu travailles. Et aujourd'hui, il fait partie intégrante de l'équipe, donc ça, c'est une belle réussite. On en parlait un tout petit peu avant de commencer l'enregistrement. Le métier de scout, c'est aussi l'excitation vient du fait d'aller chercher des profils méconnus et de voir que tout le travail qui a été fait en amont, toute la prise de renseignements, toute la data, toute l'analyse vidéo, etc. Bah quand il arrive, ce joueur-là, il montre ce qu'on attendait de lui en fait, c'est-à-dire la bonne mentalité. Quand on se renseigne, bah il a la bonne mentalité. On sait qu'il va travailler. On sait qu'il est bon, on sait qu'il a des qualités. Quand il joue, il n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu pour le moment, mais quand il joue,
eh bien, il est performant. Donc, ça veut dire que tout ce travail-là qui a été fait en amont a payé au final. Et ça, c'est une vraie réussite. Alors, j'ai plusieurs exemples. Après, on repart de Léo, mais par exemple, Pierre Kaloulou ou Salmaker. Aujourd'hui, Pierre Kaloulou, peut-être qu'il joue pas parce on a 3 latéraux droits qui sont plus âgés, qui jouent et qui performent, qui sont bons. Calabria, aujourd'hui, il est très bon. Diogo Dalot, il y a aussi Andrea Conti qui va arriver. Ok. Mais le coach est très content de lui, très satisfait de son travail. L'implication, les entraînements, il est fait à 200%. Déjà, la partie du job est déjà faite. Déjà, on est super content. Pareil pour Salmakers, qui a mis un peu de temps à arriver. Paolo Madine en a parlé. Mais déjà, de porter un joueur qui soit présentable, tu vois, déjà à l'équipe et aux entraînements. Qu'on dit, voilà, c'est pas un mauvais joueur, loin de là, au contraire. Juste que l'opportunité va arriver un peu plus tard. Et c'est ce qu'on dit aux joueurs, et c'est ce que j'aime bien aussi au club, c'est que ils savent être patients. On dit, voilà, on va peut-être attendre 6 mois, il va arriver tranquillement, voilà. Il va arriver, dès qu'il sera prêt, on le mettra. Voilà, c'est ça aussi que j'aime bien. Des fois en France, on dit, allez, il faut qu'il soit tout de suite prêt, il faut qu'il joue. Pourquoi il joue pas, blablabla. Ils sont trop dans cette demande. La culture de l'immédiateté, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai vu qu'en Italie, ils sont capables de dire, on attend 6 mois. À l'Atalanta, je connais bien aussi les scouting départements. Ils disent, non, tu verras, il va arriver dans 6-7 mois. Waouh. Ça, c'est bien, tu vois, ils sont pas dans ça. On va le préparer, il va arriver, t'inquiète pas. Ce joueur va venir. Ça, j'aime bien. Tu vois, c'est un peu la même chose que vous avez fait avec Raphaël Leao. C'est-à-dire qu'il a pris le temps lui aussi. C'est-à-dire qu'il n'a pas été jeté dans le grand bain directement en lui disant vas-y, c'est à toi de résoudre les matchs maintenant, comme on dit en Italie. C'est qu'il lui a fallu du temps. Il n'a pas évolué d'ailleurs forcément dans la même position qu'à Lille. Il a travaillé, il a progressé et aujourd'hui, on commence à voir tout le travail qui a été fait depuis qu'il arrive. Exactement. Et si tu te rappelles de lui, quand on avait Gianpaolo, on était dans une mauvaise période. Rappelle-toi, ça se passait bien. Et c'était lui qui était sorti du lot. Exactement. Je rappelle, il avait fait un match contre la Fiorentina, donc en se disant, ce gamin, il arrive dans un contexte très difficile et c'est lui qui sort du lot. Après, il a commencé un petit peu à disparaître parce qu'on a changé de système. Il s'est blessé, Ibrahimovic est arrivé, et le nouveau coach est arrivé, il a essayé de lui faire inculquer une nouvelle façon de jouer, un nouveau poste, etc., etc., etc. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un joueur très important. Bon, il est blessé, c'est dommage, mais voilà, d'avoir Raphaël Leao dans notre équipe, on l'a vu contre la Roma ou contre l'Inter, il est capable de faire des performances exceptionnelles, vraiment à un niveau impressionnant. Donc. Et quand vous l'avez observé à Lille, qu'est-ce qui vous a marqué? Quels ont été les facteurs de décision qui ont fait pencher la balance sur son profil, par exemple? Lui, je vais t'avouer aussi, on le connaît encore plus au Sporting Portugal. D'accord. Au Sporting, à l'académie, il était exceptionnel, Raphaël Leao. En Youth League, il avait fait un match contre la Juve, des matchs aller-retour. Il avait été mais vraiment à un niveau incroyable. J'ai jamais vraiment impressionnant. Donc à Lille, on avait regardé, mais c'était un joueur de Ligue 1 neuf. Il avait mis 6 mois avant de jouer à Lille. Après, il a commencé à marquer. Mais lui, c'est surtout sur tout l'aspect historique au Sporting Portugal qui est encore plus simple. Je l'ai vu jouer en numéro 10 au Sporting. Incroyable ce joueur. Je l'avais vu jouer à cette position-là et je le connaissais par cœur. Je savais ce qui allait pas. C'est ça aussi qui est bien, c'est il faut être capable de donner les points forts, les points faibles, et surtout dans les points faibles de dire ce qu'il faut améliorer. Voilà, parce qu'on sait les points faibles, il y a des joueurs, il sait pas centrer. Par contre, il peut s'améliorer sur ça, sur ça, sur ça. Voilà, il faut être clair, lui dire au coach, il dit ouais, est-ce que tu peux travailler ça? Il y a des fois des coachs j'aime bien quand ils nous disent non, ça j'arriverai pas à le développer, c'est impossible. Je fais ok, déjà ça on sait, on a le feedback, mais Raphaël on sait même pas encore. Ça peut arriver. Ouais, jusqu'où il peut aller, ouais. Parce qu'il peut encore se remplir physiquement, il peut devenir encore plus buteur. Il est capable de mettre des buts faciles et des buts exceptionnels. Donc, il fait quasiment 1m88, il peut mettre des buts de la tête, ça va venir. Et alors, on arrive bientôt au bout de l'entretien. J'ai une dernière question avant de passer à la fameuse dernière question. On parlait tout à l'heure des profils de joueurs que vous recrutez. On va pas parler de Simon Kjær parce que le poste ne le nécessite pas, mais Jens Peter Hauge, Raphaël Leao, Alexis Saelemaekers, même Pierre Kaloulou qui est pas encore arrivé en équipe première totalement. Théo Hernandez, évidemment, fait partie de cette liste-là. C'est des joueurs qui vont vite. C'est des joueurs qui ont des vraies qualités techniques, mais qui ont surtout un dynamisme assez incroyable. Je t'avoue que par exemple Théo Hernandez en défense me fait l'impression d'Adriano, tu sais le Brésilien quand il était à l'Inter. Ouais. C'est pour moi c'est un peu le même délire à des postes différents évidemment, mais en termes de puissance, dynamisme, capacité à porter le ballon, c'est assez bluffant. Est-ce que du coup la réponse je la connais, elle va être oui. Est-ce que ce facteur dynamisme, vitesse est un gros facteur de décision quand vous recrutez ou vous dressez une liste de joueurs? Et surtout est-ce que c'est parce que le football évolue et donc on est aujourd'hui dans une période très comme ça, très axée sur les transitions, sur on récupère, on se projette assez vite? Exactement, t'as tout dit. Sur Théo Hernandez par exemple, quand tu regardes tous les latéraux dans les grosses équipes, entre guillemets, on appelle ça des trains.
Théo Hernandez est un train. Il va détruire tout le couloir, toute la ligne. C'est ce qu'on demande à un latéral. On veut ça. Sur un milieu, on va lui demander d'autres choses, mais le profil d'un latéral moderne aujourd'hui, c'est ça. Trent Arnold est un train. Reece James à Chelsea est comme ça. Marcelo au Real Madrid est comme ça. Théo Hernandez est comme ça. Ferland Mendy, tous les latéraux très forts aujourd'hui au niveau européen sont comme ça. Il faut être capable de répéter les efforts, de courir comme des fous, hein, c'est ça. Et Théo Hernandez, des fois, il prend la balle, il part, il est résistant aussi, c'est important, ça. Ouais, parce que tu vois, contrairement à, je pense à Ferland Mendy comme ça, instinctivement, que tu viens de citer, la dimension physique de Théo Hernandez, c'est quasiment un physique de numéro 6, en fait. Oui, c'est ça, voire aussi certains défenseurs, hein. Ouais. Tu peux le voir des défenseurs, parce qu'il fait quand même 1m84, je crois. Il est épais, hein. Il est épais. Là aussi, c'est pareil. Je te rappelle, on l'avait suivi à l'Atlético Madrid, en jeune. Il avait déjà cette façon de jouer. Et après, il faut aller le voir aussi à la Real Sociedad, parce qu'au Real Madrid, ça se passe mal pour lui. Ça se passe mal, il sort, il part en prêt. Et à la Real Sociedad, je vois Théo, je me dis, mais pourquoi personne... C'est Sociedad ou c'est Alaves, j'ai un doute, du coup. Il était à la Real Sociedad quand on recrute nous. Ah oui, d'accord, ok. Le deuxième prêt, du coup. Il était à Alaves, Atlético Madrid le prête à Alaves. Ouais, c'est Real ça. Madrid l'achète, et après, il va, voilà. Exact. Et à Real Sociedad, je dis, mais attends, c'est un joueur qui fait les allers-retours, qui s'entre bien, qui a une bonne condition physique. Il y avait tout qui était, tu dis, ben, pourquoi personne vraiment s'intéresse à lui? Et à la fin, je t'avoue qu'il n'y a pas eu beaucoup de propositions quand on était là. On n'a pas eu de concurrents. Et Paolo Maldini a fait un job énorme aussi au Real Madrid en parlant avec lui, en le bloquant, entre guillemets, en lui donnant l'envie de venir au nouveau Milan. Donc ça a été parfait. Mais c'est vrai que la vitesse aujourd'hui, l'intensité, quand tous les coachs nous parlent d'intensité. Un exemple aussi qui est important, tu sais, c'est Ismaël Bennacer. On part tout d'un milieu numéro 6 costaud, très solide devant la défense. Et finalement, on regarde les plus gros clubs. Bayern Munich, ils ont Thiago Alcantara. N'Golo Kanté, Chelsea. Casemiro, Kroos, Real Madrid. Il n'y a aucun profil dans les top clubs. Aucun n'est une bête physique, type, je sais pas moi. Le style de Bakayoko, finalement, dans les gros clubs, n'existe pas. Ça aussi, c'est en train de changer. Ce fameux poste numéro 6 sentinelle, maintenant, en Italie, ils appellent ça le regista. Ouais. C'est exactement ça. Le regista, le mec, le Pirlo. Et finalement, dans les top clubs, le top niveau européen, parce qu'on veut revenir à ce niveau-là, eh ben, il faut penser aussi comme ça. Il faut tout simplement regarder la liste des joueurs qui sont dans cette position. Les meilleurs joueurs, d'abord, ils ont la qualité technique. Stop. On parle pas de physique, on parle pas, oui. Ils vont courir, ils ont l'activité, ils vont courir, ils vont faire les kilomètres. Mais après, c'est pas des gens qui vont gagner des duels aériens, c'est pas des Patrick Vieira, non. Aujourd'hui, c'est vraiment, techniquement, il faut être au top niveau pour se jouer dans cette position. C'est trop important. Et sans doute que, alors moi je manque de recul là-dessus, mais ton expérience peut m'aider là-dessus, mais j'ai le sentiment que c'est quand même plus facile de travailler le côté physique que de travailler la technique. C'est-à-dire que si un joueur n'est pas bon techniquement, t'en feras pas un Andrea Pirlo. Si un joueur par contre doit prendre, je sais pas, 2-3 kilos de muscle pour être un peu plus costaud dans les duels, c'est plus facile quand même à mettre en place. Exactement. J'entends trop souvent le dire, ah ouais, mais physiquement il va se faire bouger. Quand on parle de 2002, de 2003, de catégories d'âge comme ça, je dis, excuse-moi, mais ça c'est le job du staff de faire après, de mettre des muscles, de faire un programme de nutrition, je sais pas, mais je veux dire, il a les deux pieds, il est technique, il a la bonne vista, il a déjà tellement de choses. S'il faut lui donner juste du muscle, on va lui donner sans problème. Voilà, je veux dire, on peut pas à chaque fois dire, voilà, on pense à Frankie de Jong, à Willem II quand il était en Hollande. Je suis sûr que la plupart des coachs dans tous les pays, hein, ils vont dire, ah, physiquement, il va se faire bouger. C'est dommage. Mais en fait, ces joueurs-là aussi, grâce à leur manque de physique, c'est un peu bizarre de dire ça, mais ils développent d'autres choses, c'est-à-dire comment éviter le duel. C'est-à-dire qu'ils vont pas aller dans le duel, mais ils vont tout faire avant leur permettant de ne pas aller dans le duel. Ils vont pas, et puis un bel exemple, c'est au Portugal. Tu sais, Bernardo, João Félix, Diogo Jota et Bruno Fernandes. Tous ont des physiques très très faibles, hein, très très légers. Mais c'est des joueurs, tu peux pas leur prendre la balle. Ils sont trop explosifs, ils ont trop de jambes, tu sais, dans le dynamisme. Tu vas essayer de les attraper avec un peu de côté physique, un coup dans l'impact. Mais c'est des joueurs, Diogo Jota, il joue à Liverpool, en première ligue. Bernardo Silva, pareil, ce sont des joueurs, tu te dis, mais attends, ils ont pas de physique, ils sont dans l'équipe. Entre guillemets, pas de physique, parce qu'ils ils courent comme des fous, hein. Mais je veux te dire que quand même, bah, tu te souviens d'ailleurs, Geoffrey, je pense que tu te souviens de Bernardo Silva, quand on voit son choix d'aller en première ligue, quand il part de Monaco, tout le monde se dit oh, en première ligue, bah on le voyait plutôt en Espagne, parce que physiquement en première ligue il va se faire bouger. Donc c'est ça. Et tu te dis les top équipes de première ligue, finalement, ils ont beaucoup de joueurs comme ça. Et tu te dis voilà Diogo Jota, Salah, peut-être qu'ils sont peut-être tous petits avec des profils, mais ils sont durs, ils sont rapides et les changements de rythme. Et techniquement, il y a rien à dire. C'est des joueurs, tu leur donnes un ballon à pied gauche, pied droit, ils font ce qu'ils veulent. Donc faut voilà, j'espère que ça va changer ça.
J'espère que ça va changer. En tout cas, vous avez fait le pari à Milan d'aller sur des profils un petit peu différents, même s'il y a un joueur comme Kessie qui apporte évidemment une vraie dimension physique au milieu de terrain. Derrière, Bennacer et Tonali, c'est pas les mêmes profils non plus. C'est pas du tout pareil. Et puis après, on crée une équipe. Hein. Si on crée une équipe, c'est un équilibre. Exactement. C'est un puzzle, donc... Il faut tout. Exactement, il faut tout. Et par contre, on sait qui fait gagner les matchs et qui nous met des buts à la fin. Donc, il y en a d'autres qui vont travailler. On sait aussi comment ça se passe. Mais il faut absolument que la qualité technique, faut arrêter de dire voilà, il est trop léger physiquement. Ça va arriver. Goretzka aurait Bayern Munich, rien à voir entre Schalke et maintenant, c'est rien à voir. Exactement. Alors merci déjà pour tes explications sur les études de cas et on va arriver donc à la dernière question qui est toujours la même pour tous mes invités, Geoffrey. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines? Alors soit tu as un nom en particulier à me soumettre, ou tu préfères te pencher sur une fonction dans un club de foot, un métier dans un club de foot que tu souhaiterais que les auditeurs puissent découvrir ou approfondir? Moi, j'aimerais, pourquoi pas, avoir une interview de Vadim Vassiliev, qui a été mon ancien président et avec qui j'ai vraiment tout vu, tout appris, tout ce football business aussi. Grâce à lui, qui m'a fait aussi ouvrir des portes avec lui. J'aimerais l'écouter. Je pense qu'aujourd'hui, il est dans une autre fonction, mais c'est une personne qui est vraiment intéressante à écouter et qui a beaucoup d'idées. Voilà. Eh ben écoute, merci Geoffrey, je vais lancer l'invitation. Merci en tout cas pour ta disponibilité, pour ton temps et pour ta confiance et à très vite. Merci Geoffrey. Allez, merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cet entretien, c'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.